La gauche à laquelle moi j'appartiens, puis il n'y a pas rien que les anarcho-syndicalistes qui étaient de ce genre-là, il y a beaucoup de gens à gauche qui étaient comme ça, accordons une grande importance au savoir, à la vérité, à la science. Et en ce moment, là, dans les mouvements de gauche que je conteste, il y a un rejet de la vérité, un rejet de la science, un rejet du savoir, avec l'idée que le monde je t'embête pas avec ça longtemps, là, mais le mot pour décrire ça s'appelle postmoderne. Il y a une philosophie postmoderne, une vision postmoderne du monde qui s'est imposée. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici votre animateur Jer Alain et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, je suis tellement content de le recevoir. Pour vrai, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir. Puis en plus, on a réussi à trouver un moment pour qu'on puisse se parler. Il est essayiste et philosophe Normand Baillargeon. Merci beaucoup d'être au What's Up Podcast. C'est super, super apprécié que tu sois là. Mais je suis content d'y être, puis j'ai hâte de voir l'échange qu'on va avoir. Ça promet. Oui, merci beaucoup. J'aimerais qu'on commence en parlant de la gauche. J'aimerais qu'on parle de la gauche parce qu'on dirait qu'elle est en train de vivre une crise en ce moment. On dirait que elle se cherche. Beaucoup de monde à gauche ne se retrouve plus, ne se sent plus représenté par les courants de gauche en ce moment. J'aimerais ça que tu me donnes quelques mots là-dessus. C'est une vaste question que tu me poses là. Ouais. Je comprends qu'elle est immense. Puis on a beaucoup de temps. Fait que oui, on va jaser. Oui. Première chose qu'on devrait dire, je pense, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent plus dans certains courants de la gauche actuelle. Le Québec solidaire accueille moins de votes de gens qu'autrefois. Il y a un déclin de Québec solidaire qui est remarqué. Première chose que j'aimerais dire, c'est que quand on dit la gauche, on comprend le mot, mais par contre, ça cache le fait qu'il y a toujours eu plusieurs tendances au sein de la gauche. Et ça, c'est important de se le rappeler. Il n'y a pas une gauche unifiée, il y a une grande tendance au sein de la gauche. Pour donner des exemples, je pense qu'ils sont pas contestables, là, le Parti québécois, quand il était au pouvoir au Québec, on pourrait dire que c'est un parti de gauche social-démocrate. Ça existe, ça a été réel, c'est ça. Mais il y a aussi des gauches différentes. Il y a une gauche communiste, une gauche marxiste, par exemple. Ça existe aussi. Il y a des gauches beaucoup plus radicales. Il y a des gauches anarchistes au sein de laquelle il y a différentes tendances aussi. Alors ça, c'est important de resituer tout ça. Mm-hmm. Pour me placer, moi depuis que j'ai 20 ans à peu près, je suis anarcho-syndicaliste. Alors moi, j'appartiens à un courant qui s'appelle l'anarcho-syndicalisme au sein de l'anarchisme. Mais vite fait que ça veut dire quoi pour ceux qui sont pas familiers avec ça? Je vais expliquer ça très rapidement, tu vois. Quand l'anarchisme s'est développé à partir du 19e siècle, il y a un courant qui a dit il faut aider les travailleurs en s'incorporant dans le mouvement anarchiste. Et là, ce qu'ils ont créé, des choses assez remarquables, c'est ils ont créé l'idée que dans un lieu donné, un pays donné, les gens vont appartenir aux syndicats et appartiennent à leur profession. Syndicats des ouvriers de ceci ou des ouvriers de cela, etc. Mais sur le plan local, ils vont appartenir aussi à un regroupement des syndicats. Et ces gens-là vont se retrouver autour de ce qu'on appelait une bourse du travail et ils vont vouloir pratiquer l'autogestion puis préparer l'autogestion. L'autogestion, ça voulait dire que les entreprises seraient dirigées par ceux qui travaillent dedans.
Et ça, c'était le grand rêve des anarcho-syndicalistes. L'anarchisme prôné par des bourses du travail, dans le but de créer une société autogestionnaire. Je tiens à dire, les gens ne savent pas ça en général, là, mais en ce moment, si vous allez au Pays Basque, vous allez trouver un ensemble d'entreprises qui sont autogérées, qui constituent ce qu'on appelle Mondragon, M-O-N-D-R-A-G-O-N. Il y a des tonnes d'ouvriers là-dedans, des tonnes de travailleurs, et c'est autogéré selon ces principes-là. Ça existe en ce moment, c'est pas quelque chose qui est à rêver, là, qui existe vraiment. Est-ce que c'est fait plus comme une genre de commune? C'est fait exactement. Tu as raison de l'appeler comme ça. C'est le modèle que ça va inspirer, ces idées-là d'autogestion. Ça va être les coopératives, les mouvements de coopératives. Même au Québec, on a goûté à ça. Desjardins, c'est un mouvement coopératif au départ. Oui, au départ. Oui, c'est ça. Mais donc, il y avait cette inspiration-là, tu comprends? Et moi, j'ai toujours été attaché à ça. Mais évidemment, au sein du mouvement anarchiste, par exemple, qui est à gauche, même très à gauche, ce mouvement-là, c'en est un seul, mais il y en a d'autres. Il y a des Black Blocs, il y a des gens qui prônent la violence, il y a des gens avec lesquels je suis en total désaccord sur beaucoup de plans. Donc, c'est important de faire la distinction. Il y a plusieurs nuances. Plusieurs nuances de gauche, effectivement. Ouais. Encore une fois, hein, le PQ était une gauche socialisante, un peu social-démocrate. Les communistes... Moi, quand j'avais 20 ans, les institutions que je fréquentais, cégep, université, là, les profs étaient beaucoup marqués par le marxisme, le communisme, le trotskisme, le maoïsme. J'étais profondément opposé à ça. Donc, il y avait déjà des oppositions au sein de la gauche entre toutes sortes de tendances. C'est autoritaire. C'est parce que c'était autoritaire, effectivement. C'est parce que c'était violent. C'est parce que ça allait à l'encontre de mes idéaux d'autogestion. C'était quelque chose qui s'était imposé par la force et qui était menaçant. C'était quelque chose qui imposait, qui limitait les droits des gens, qui imposait un certain nombre d'idées, qui limitait la liberté de penser. Je suis pas le seul à dire ça. Hein. Ça t'amuse, il y a des anarchistes qui sont allés en Russie, ça s'appelait encore Russie à l'époque, en 1920, 21, 22, Emma Goldman, Bertrand Russell. Et quand ils vont venir, c'est une horreur ce qui se passe là. Nous, on est de gauche. On est d'une gauche libérale, proche des anarchistes ou carrément anarchistes. Mais ce qui se passe en URSS, c'est une catastrophe. Et ça va être épouvantable. Et ils avaient raison. Et donc, moi, je me suis toujours situé de ce point de vue-là. Donc, je suis de gauche. Mais tu comprends bien que la gauche à laquelle je m'identifie a beaucoup de mal avec certaines tendances de la gauche actuelle. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est une gauche qu'on appelle un peu intersectionnelle. Il y a plusieurs mots pour la définir. Il faut faire attention hein, pour pas qu'on nous accuse d'avoir caricaturé la position qu'on conteste. Okay? Alors, il y a plusieurs éléments dans cette gauche-là avec lesquels je suis en désaccord, disons, avec lesquels j'ai du mal. Ok, je vais t'en énumérer quelques-uns. La gauche à laquelle moi j'appartiens, puis il n'y a pas rien que les anarcho-syndicalistes qui étaient de ce genre-là, là. Il y a beaucoup de gens à gauche qui étaient comme ça, accordons une grande importance au savoir, à la vérité, à la science. Et en ce moment, là, dans les mouvements de gauche que je conteste, il y a un rejet de la vérité, un rejet de la science, un rejet du savoir, avec l'idée que le monde je t'embête pas avec ça longtemps, là, mais le mot pour décrire ça s'appelle postmoderne. Hein, il y a une philosophie postmoderne, une vision postmoderne du monde qui s'est imposée. Non, mais c'est super intéressant, ça, pour vrai. Je l'ai souvent entendu parler, sans trop, mettons, de comprendre toute la base de tout ça. Mais tu t'expliques vite? Ben oui, okay, alors, on a beaucoup de temps. Okay. L'idée est la suivante. Dans les années 60 et 70, ça s'est beaucoup passé en France. Il y a beaucoup de penseurs qui ont commencé à développer une vision du monde dans laquelle on disait on ne peut plus croire à des valeurs absolues auxquelles on a adhéré longtemps, comme la vérité, la science, le beau, le vrai, toutes ces choses comme celles-là. Ils ont appelé ça, excuse l'expression. Le siècle des Lumières. Non, le siècle des Lumières avait incarné ces idéaux-là, exactement. Et là, le type de pensée, la modernité, c'était le siècle des Lumières, de ce point de vue-là, en incarnant ces valeurs-là. Et ce qui s'est passé dans plusieurs domaines, à partir des années 60-70 en France, puis ensuite ça s'est répandu, ça a été une remise en question, un rejet de ces idéaux-là. L'idée que c'était ils vont appeler ça l'expression, ça va être des méta-récits, des grandes croyances. Ils vont dire on n'y croit plus. Et là, la vision du monde qui tend à s'imposer, à partir du moment où on met ça de côté, c'est une vision du monde dans laquelle il y a des dominés et des dominants. Et tu vois apparaître ça aujourd'hui dans la structure qu'on se fait du monde. Des dominés, des dominants. Il n'y a pas de vérité et on doit prendre parti en faveur des dominants contre les dominés. Ouais. Cette idée-là est extrêmement importante, tu vois. Ben oui, parce que ça donne une vision, moi, je trouve, un peu
c'est plate à dire, mais qui est juste manichéenne, tu sais, le Merci. bien contre le mal, tu sais. Ça peut t'amuser, si tu veux qu'on fasse un peu de philo, là, mais c'est amusant quand même. Un des grands penseurs de ce postmodernisme-là, c'est Michel Foucault, un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault. Puis un grand penseur opposé à ces idées-là, vivant, là, encore, malheureusement très malade, c'est Noam Chomsky. Et dans les années, à la fin des années, au début des années 70, pardon, on va organiser une rencontre entre Chomsky et Foucault. Et là, tu vas avoir très directement visible ce que ça signifie, cette opposition entre quelqu'un qui défend les idéaux des Lumières, Chomsky, et quelqu'un qui est postmoderne, Foucault. Alors, tu vois, par exemple, je caricature même pas, j'ai écrit un article là-dessus, tu pourrais retrouver, Foucault va dire « Je me bats contre les injustices qu'il y a dans le monde actuel, parce que ce sont des injustices, et quand on aura aboli les structures de pouvoir qui produisent ces injustices-là, il y en aura d'autres, puis il va falloir continuer à se battre. » Je me suis dit, attention une minute, je me bats contre des injustices parce qu'elles sont injustes au vu de certains critères, et il y a moyen d'améliorer les choses en ce moment déjà vers quelque chose qui est meilleur. Chomsky va dire, par exemple, le droit international est pas parfait, mais il nous permet d'améliorer des situations, des choses qui se passent en ce moment dans le monde. Foucault nie ça. Il est, en quelque sorte, dans cette vision postmoderne, c'est encore une fois, comme tu l'as dit, binaire, dominant, dominé, et où on n'est plus appelé, conduit, dirigé, orienté vers des idéaux qui ont une valeur importante et absolue, comme le vrai, etc. Et en ce moment, les attaques contre la science d'une certaine gauche relèvent de ce postmodernisme-là et me dérangent profondément. Exemple, la négation du sexe biologique. OK? Alors ça fait partie de l'idée que la science serait une simple construction sociale parmi d'autres, occidentale, qui dominerait le monde parce que les Blancs sont dominants. Ce genre de choses-là, bien qu'il puisse y avoir une part de vrai dans certains aspects de ça, me semble profondément erronée et dangereuse. Et je pense que c'est une des raisons, tu vois, qui fait que la gauche en ce moment est en recul auprès de la population générale, qui peut pas admettre ça. Voilà. Ben oui, parce que tu es allé justement à l'Assemblée nationale pour aller parler de ça, parce que tu parlais justement, tu peux même rentrer dans les détails, là, les guillemettes, là, je pense, c'est quoi qu'est-ce qui produit les ovaires? Les gamètes. Les gamètes. Oui, c'est ça, oui, d'accord, les gamètes, oui, je parlais des gamètes. C'est une donnée biologique incontestable. Alors, nier la réalité biologique du sexe, c'est épouvantable de ce point de vue-là, c'est nier quelque chose de fondamental. Ça veut pas dire après qu'on doit nier ou interdire ou nier des droits aux personnes qui se sentent pas bien dans leur peau, ainsi de suite. Ça, mais j'ai aucun problème avec ça non plus. Tu renonces pas au fait que ça existe la réalité du genre. C'est ça, voilà. Ça se peut, ça. Ça, c'est un de mes malaises. Tu vois. Et parlant de ce que j'avais fait à l'Assemblée nationale, j'y avais été notamment parce que je voulais parler de la laïcité. Et tu vois, c'est un autre aspect où la gauche me déçoit en ce moment. La laïcité, là, les gens l'oublient ou le savent plus parce qu'ils n'ont pas étudié la question. Mais au départ, ça vient de la gauche. Ça vient de la gauche, ça vient même de la gauche très radicale de l'époque. Là. Il y a j'avais lu une historienne française qui soutenait que le mot laïcité a probablement été inventé par un anarchiste. Alors, c'est eux qui défendaient cette idée-là. On comprend pourquoi. Elle est tout à fait inscrite dans les idéaux du siècle des Lumières, l'idée de laïcité. Et en ce moment, tu as une partie de la gauche qui conteste la laïcité. Et ça m'apparaît déplorable. De la même manière que ça allait de soi pour la gauche, depuis le siècle des Lumières jusqu'à il y a pas longtemps, que la gauche, la mienne en tout cas, une bonne partie de la gauche d'ailleurs, était critique des religions. Était critique de la religion quand elle impose des choses aux femmes, quand elle nie certains droits et libertés fondamentaux, quand elle endoctrine et empêche la liberté de penser aux enfants à l'école. La gauche contestait tout ça et défendait la laïcité sans nier le droit d'exister aux religions, mais de manière extrêmement prudente et en portant une grande attention à l'école, qui est le lieu où les enfants sont habitués à penser par eux-mêmes, à se former leur propre pensée. La religion qui endoctrine semblait exactement le contraire de ça. Mais en ce moment, on a une gauche qui attaque la laïcité, la nie, l'oublie, en oublie même parfois l'origine. La minimise. La minimise. Moi, je me suis amusé pendant toutes ces années où j'ai débattu sur la laïcité. Je tiens à le dire, si tu me permets. Moi, je me suis prononcé là-dessus en faisant attention. Il y a une quinzaine d'années, peut-être, j'avais organisé un colloque sur la laïcité. J'avais réuni des gens de toutes les positions.
Et j'ai publié un livre qui est sorti, Le Québec à la recherche de la laïcité, en quête de laïcité. Le livre est sorti. J'ai écouté et moi, ma position a été formée en m'informant justement des différentes positions qui sont présentes. J'ai été fasciné au cours des années, quand je parlais de laïcité, de me rendre compte que beaucoup des gens avec qui je discutais et qui étaient contre la laïcité savaient même pas d'où ça venait, la laïcité. La laïcité, là, c'est la loi de 1905 en France. C'est ça qui instaure ça. Et celui qui fait ça, c'est Ferdinand Buisson, quelqu'un qui occupe un poste équivalent à ministre de l'Éducation et qui est un homme de gauche, qui réunit autour de lui toute la gauche de l'époque, la gauche communiste, socialiste, anarchiste. Et c'est ces gens-là qui conçoivent la laïcité. C'est pas une idée d'extrême droite, la laïcité. Faut savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Et de la même manière que je disais tantôt qu'il y a une partie de la gauche aujourd'hui qui n'accepte pas ou conteste même parfois la science et la vérité, mais je vois qu'elle conteste aussi des choses comme la laïcité. Et ça me déçoit énormément. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai parlé de gauche intersectionnelle. C'est quoi ça veut dire, ça? Écoute, l'intersectionnalité, c'est un terme qui a été inventé par une juriste, Mme Crenshaw, aux États-Unis, il y a 25 ans, peut-être un peu plus. Cette juriste-là voulait faire remarquer, dans un article qui est devenu célèbre, que un peu de la même manière que des routes peuvent se recouper, puis il y a un point où tout arrive, là, okay? L'intersection de plusieurs voies. Madame Crenshaw voulait dire que il y a parfois des combinaisons d'oppressions qui se réunissent en un même lieu. Alors, tu vas subir une oppression parce que tu es une femme, une oppression parce que tu es noir, une oppression parce que c'est pauvre, puis tout ça se cumule sur une certaine personne. C'est une très belle idée, c'est très juste, elle a raison, mais Mme Crenshaw elle-même dit, quand elle parle de cette réalité-là, que ce qu'elle a proposé avec ça, c'est une lunette, c'est une manière de voir le monde, puis de faire attention à certains détails. Mais aujourd'hui, dans le contexte où on pense le monde en termes de dominé et de dominant, comme le font les postmodernes, on tend à généraliser ça partout et effacer l'individu et sa souveraineté. Et ça, c'est une autre des choses qui me gêne. Parce que il y en a un qui va avoir préséance sur l'autre, là. Il y en a qui ont préséance sur l'autre. Il y en a aussi qui ont pas préséance sur l'autre. Par exemple, il est très possible, et là on revient à certaines idées du siècle des Lumières. Les siècles des Lumières prônaient la souveraineté de l'individu, capable de penser par lui-même, capable de réfléchir par lui-même et de construire son monde, sa vision du monde, penser autonome. Il peut arriver très bien là, que quelqu'un soit une femme noire d'un milieu pauvre, mais qu'elle finisse par devenir médecin, parce qu'elle est capable, elle a sa souveraineté intellectuelle, elle est capable de penser, elle est capable de elle va être bonne à l'école, etc. Il y a de la mobilité sociale. Il y a de la mobilité sociale, etc. Donc là, encore une fois, Mme Crenshaw définit bien son concept comme étant une lunette. Ça permet de voir des choses. C'est pas une théorie générale de la société. Et c'est vers ça qu'on l'a transformé ensuite. C'est vers ça que la gauche l'a transformé. Tout à l'heure, quand tu as parlé de laïcité, j'aimerais ça qu'on y revient. Parce que justement, comment expliquer qu'aujourd'hui, la gauche se bat contre maintenant, aujourd'hui? Tu sais, on dirait que, comme tu l'as un peu expliqué, on dirait qu'elle n'est pas capable de nuances ou en tout cas, c'est certaine gauche, je veux dire, là, oui. Plutôt. Oui, il faut dire une certaine gauche, effectivement. Ouais. Une excellente question. Je vous remercie pas de me l'avoir posée. Non, je fais une blague, mais c'est une excellente question, en effet. C'est pourquoi la gauche en est venue à... Alors, plusieurs éléments. J'ai pas de réponse. C'est ce que je vais dire. Il faut nuancer aussi. Puis il y a sûrement d'autres éléments, là, mais une chose qui est absolument claire, je pense, c'est que en ce moment, dans cette vision du monde postmoderne en dominé et dominant, il y a des groupes religieux qui sont dominés. Alors, on veut se porter à leur défense. Et la laïcité est perçue comme quelque chose qui les attaque injustement. On peut penser aux musulmans dans le monde actuel, là. Et donc, il y a un peu de cette perspective-là qui nie la laïcité. Une autre chose que je pense, mais encore une fois, je peux me tromper là-dessus, mais je l'ai vu souvent, c'est qu'on oublie la signification de la laïcité. Tu sais, tout à l'heure, j'ai discuté souvent de laïcité avec plein de gens, notamment à gauche, qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, et qui savaient pas d'où ça vient, qui pouvaient pas dire Buisson, loi de 1905, ainsi de suite. Et là, je pense aussi que parfois, on oublie ce que ça signifie réellement, la laïcité. Il y a un aspect de cette idée-là qui me semble extrêmement importante à rappeler sur la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État face aux croyances religieuses. Elle leur accorde pas une prévalence, elle leur accorde pas un privilège mais la laïcité... Direct et indirect aussi. La laïcité s'applique dans une sphère dans laquelle on vit. Encore une fois, la laïcité, là,
c'est pas dans la sphère privée. Mais L'État non. s'en vient pas pour dire aux gens, chez vous, vous pouvez pas prier, ou dans votre mosquée, vous pouvez pas prier. Mais non, la sphère Moi, je privée. serais totalement contre. Ben, moi aussi, je me évidemment. battrais pour qu'ils puissent le faire. On est bien d'accord avec ça, hein. Sinon, où qu'ils vont le Ben, faire? c'est ça. Puis l'espace public, c'est la même chose. Dans l'espace public, tout ce que la laïcité dit, c'est qu'on traite les croyances religieuses comme on traite toutes les autres croyances. Ce qui veut dire, par exemple, vous voulez prier dans la rue, on vous accordera pas ou vous refusera pas le droit de prier parce que vous êtes une religion. On va vous traiter comme toutes les autres croyances, toutes les autres demandes de pouvoir occuper l'espace public. Mais la laïcité s'applique dans l'espace civique. Dans l'espace civique, c'est l'espace dans lequel les lois de la cité s'appliquent. Tu vois? Et là, on dit priorité à la neutralité. Et s'il y a contradiction entre les lois civiques et les religions, c'est les lois civiques qui priment. OK, oui, c'est ça. Va. Et pour moi, le lieu, c'est moi le lieu, puis c'est pas juste moi, hein, je rappelle Buisson, il était ministre de l'Éducation, l'équivalent de ministre de l'Éducation quand il fait la loi sur la laïcité en France. Le lieu privilégié pour moi, le premier où doit s'appliquer la laïcité, c'est à l'école. On ne laisse pas à l'école qui prépare le citoyen, qui prépare à la vie civique, qui prépare à la libre pensée, à la pensée autonome, à la transmission des savoirs. On ne laisse pas la religion venir endoctriner les enfants, nuire à la transmission des savoirs, transmettre des faussetés, et ainsi de suite. Et là, on préserve cet endroit-là comme étant particulièrement à l'abri de l'influence des religions. Mais c'est ça, puis c'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Là, moi, c'est de même, je vois la laïcité, mais on dirait qu'il y en a qui s'obstinent à vouloir le voir comme uniquement comme un instrument de racisme ou de domination, d'islamophobe, oui. Tu sais, puis mais je trouve ça triste d'une certaine manière parce que tu sais, moi je me considère même pas un intellectuel, puis je suis capable de voir la vision d'un fois que d'autres qui sont totalement à l'opposé de moi. Tu sais, je suis capable de me mettre à leur place. Ah, OK, eux, ils doivent voir ça de même. Mais on dirait qu'ils s'obstinent à vouloir voir ça unilatéralement d'une seule manière, puis ils dérogeront pas de ça. À mon avis, avec ta remarque, là, tu touches quelque chose qui se passe en ce moment, qui me semble important, puis dont j'ai souvent parlé, qui est la très grande polarisation des débats sociaux. Hein, c'est polarisé, c'est-à-dire qu'il y a des extrêmes qui se rejoignent plus, qui sont incapables de se parler. Ça, c'est extrêmement troublant, tu sais, parce que une société démocratique, c'est une société où les citoyens doivent échanger sur des questions qui les concernent, écouter les points de vue des autres, etc. En ce moment, on vit une période profondément troublante en termes de polarisation des débats sociaux et d'incapacité de communiquer et de dialoguer. Tu sais, t'en as donné un exemple qui me semble très juste. Il y a plusieurs raisons à ça. J'ai pas la prétention de les donner toutes, mais encore une fois, je pense que la division du monde entre dominant et dominant qui a cours maintenant, cette vision-là du monde contribue beaucoup à ce qu'on vit en ce moment. De la même manière que quand on refuse qu'il puisse y avoir des choses meilleures que d'autres, des savoirs plus grands que d'autres, ainsi de suite, ça c'est troublant et ça contribue également à ça. Et je me permettrais de dire aussi, je pense que tu vas être d'accord là-dessus, je te relance, que les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans. Le fait qu'on entre beaucoup en relation les uns avec les autres à travers des réseaux sociaux. On est bombardé d'informations, de réactions. Puis de chambres d'écho, souvent, où on entend, on est très renforcé. Tu sais, c'est des biais cognitifs qui sont bien documentés en psychologie, ça. Hein? Quand tu n'entends qu'un point de vue, tu t'entralies plutôt à ce point de vue-là. Quand tu connais peu le sujet et que tout ce que tu entends va dans une direction, puis tu n'entends pas le reste, c'est sans parler du biais de la confirmation. Biais de confirmation, c'est de chercher des informations qui vont aller uniquement dans cette direction-là. Exactement. En plus, à l'ère où ce que les algorithmes des réseaux sociaux vont nous pousser à rentrer, comme qu'ils appellent en anglais, un rabbit hole. Là, oui, exactement. Tu t'enfonces là. Très bien vu, très bien dit. Les biais de confirmation vont encourager ça. Les réseaux sociaux vont t'amener constamment vers des choses qui confirment ton point de vue. Dans mon cas, toujours sur Facebook, des posts qui disent que les Beatles, c'est le plus grand groupe de tous les temps. Mais si on en revient à l'école, est-ce que l'école devrait pas enseigner la pensée critique, justement, puis un peu un genre de résumé de ce qu'on vient de dire? Tu sais, parce qu'à un moment donné, j'écoutais une entrevue que tu avais fait, puis tu parlais justement de des professeurs qui disaient si j'avais voulu vous influencer vers une direction, je vous aurais dit ça, puis ça. Puis là, en tout cas, moi, pour avoir fait plusieurs recherches,
j'ai compris, OK, c'est le même que le monde va essayer de me manipuler. Dont ton livre, tu sais, quand t'en parles, le petit, c'est quoi encore? Le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Moi, ça m'a changé, là, ça. Là. Parce que tu les lis, mais tu les vois quand le monde parle. Tu vois, moi, pour revenir à l'école, là, oui, je te raconte vite, là, mais moi, tu vois, j'étais quelqu'un qui a toujours prôné que l'école devrait être un lieu d'apprentissage de la pensée critique. Il me semble que dans l'époque qu'on vit, tu sais, l'époque des médias sociaux, de la polarisation que j'ai décrite tantôt, c'est plus nécessaire, plus utile que jamais. À l'école québécoise, là, jusqu'à il y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2, il y avait un cours qui portait sur la culture religieuse. Éthique et culture religieuse, le cours ECR. Ouais, je l'ai fait. Ouais, puis moi, j'étais quelqu'un, je reconnais qu'il y avait certains mérites dans ce cours-là, mais j'étais quelqu'un qui était opposé à ce cours-là. J'ai même fait diriger un livre qui portait sur ce cours-là, montrant les dangers qu'il y avait à présenter sans nuance, sans esprit critique, les croyances religieuses. Je m'opposais à ça. Et je souhaitais qu'il y ait un cours de citoyenneté puis de pensée critique, en gros, là. Depuis 2 ans à peu près, il y a un nouveau cours qui s'appelle Culture et citoyenneté québécoise au secondaire. Moi, j'aime beaucoup qu'on transmette la culture et la citoyenneté. Cette approche-là. Et cette approche-là, puis la citoyenneté suppose évidemment d'être capable de penser critique. Hein. Je le dis parce que ça vient de sortir. Là. Je viens de sortir un livre que j'ai écrit avec ma fille qui s'appelle Citoyens-citoyennes, dans lequel on présente justement les biais cognitifs, on montre les dangers que peut présenter l'Internet. Alors, c'est un peu la suite 2025. C'est un autre livre, là, différent, mais soit les biais cognitifs, comment les réseaux sociaux peuvent contribuer à nous fausser, quelle manière. Puis ça s'adresse aux étudiants. Il y a même un chapitre complet sur comment étudier, comment prendre des notes en classe, comment réviser pour un examen. Donc, j'espère que ça va aider. Mais je reste persuadé, tu vois, que la pensée critique, plus que jamais, est une chose extrêmement importante qu'on doit pratiquer à l'école. L'école doit transmettre des savoirs, mais aussi des habitudes d'un certain rapport au savoir où on les questionne. Et aussi, je tiens à le dire, ça rejoint une chose qu'on a touchée déjà, là, mais l'art de débattre. Tu sais, les citoyens doivent débattre ensemble. Si on vit dans une société là où tous ceux qui pensent pas comme toi sont des cinglés ou des fous, ou des malades ou des fascistes ou des racistes ou des homophobes, là, il n'y a plus de conversation possible, comprends? Et donc, il faut faire très attention, là. Ben oui, c'est ça, parce que une question que j'avais là-dedans, c'est les termes, c'est ça, comme extrême droite, fasciste. Maintenant, c'est utilisé à tort et à travers. Tu sais, quelles conséquences, quelles répercussions ça a, ça? Vaste question, belle question encore une fois, mais c'est certain que ces mots-là tendent à se répandre. Ces façons de discréditer quelqu'un qui pense pas comme nous tendent à se répandre. Un autre sophisme. Oui, c'est ça, oui, effectivement. C'est l'attaque contre la personne. Tu comprends? C'est un ad hominem clair dans ce cas-là. Là. T'es un fasciste, t'es homophobe, t'es ci, t'es ça. Faut faire attention avec ces accusations-là. Ça veut pas dire que parfois c'est pas pertinent, mais prenons fasciste, par exemple, qui apparaît de plus en plus, c'est à gauche. Moi, devant ça, bon, prenons-en, laissons-en. Mais probablement que le système de pensée qui a fait le plus de morts au 20e siècle, c'est le communisme. C'est-à-dire l'extrême gauche. Et ça serait important de se le rappeler aussi, ça, devant des gens qui, sans arrêt, appellent au fascisme. Staline, Mao, etc. Oui, les Khmers rouges, et ainsi de suite. Donc, je pense que il faut restaurer cette capacité de penser ensemble, de discuter ensemble. Dans le livre, on s'efforce de faire ça. Tu vois, c'est important de voir ça. Tu es dans le domaine des arts. Tu sais, pour moi, je me permets de dire, il y a un beau parallèle à faire entre des citoyens qui discutent d'un sujet complexe et des gens qui parlent en art de la valeur de telle œuvre d'art. Tu sais, ça peut être, est-ce que Bach était vraiment un compositeur important? Est-ce que les Beatles, pour reprendre ma blague, c'est vraiment le meilleur groupe de pop de tous les temps? Quelle valeur a l'œuvre de Brassens? Quand on parle de ça, là, on n'est plus en sciences ou en mathématiques où on peut résoudre des problèmes en faisant une preuve, puis c'est réglé. On doit discuter. Fait qu'on doit s'informer d'abord. Hein. Si on discute, toi et moi, de la valeur de Brassens comme auteur, compositeur, interprète, j'aimerais bien que la personne avec qui je parle sache c'est qui Brassens, ait étudié ses œuvres, la connaisse. J'aimerais bien que cette personne-là aussi puisse la comparer avec d'autres, puisse comparer Brassens à Félix Leclerc, à Gilles Vigneault, à Beaudommage, à Jacques Brel, etc. La personne s'est informée. J'aimerais bien aussi que cette personne-là soit objective. C'est pas parce que moi, je suis français, Brassens était français, et il venait du sud de la France comme moi, c'est sûrement le meilleur. Non, on peut pas accepter un argument comme celui-là, tu comprends? On doit façonner son jugement en faisant preuve d'une connaissance du sujet, d'une impartialité, d'une capacité de comparer, etc. Si on parle de l'œuvre de Brassens, si je parle de l'œuvre de Brassens avec quelqu'un qui a toutes ces choses-là, on va discuter puis on va s'entendre. Mais si on réunit pas ces caractéristiques
optique-là, on risque de faire comme on a souvent aujourd'hui dans la conversation démocratique, c'est-à-dire, a priori, tu sais que la personne a tort parce qu'elle pense pas comme toi, parce qu'elle est fasciste, est homophobe, c'est condamné d'avance. C'est absolument délirant. Puis je me permets de dire, je trouve, on observe ça souvent même dans des travaux universitaires, dans des livres d'universitaires, comme si a priori il y avait la réponse à une question, qui souvent est une question complexe, qui demande des nuances justement, qui demande de parler, d'échanger. Puis on peut arriver à la fin de conclusion en disant je prône ça, je comprends les arguments des autres, c'est des arguments intéressants, mais la question est complexe et je suis arrivé à cette position-là. La bonne foi. La bonne foi, c'est ça, l'art du dialogue. Il y a combien de personnes que je les regarde? Parce que, tu sais, moi, comme je t'expliquais quand t'es rentré, tu sais, moi, je viens pas du milieu académique, là, 0, aucun diplôme, tu sais, je me prends pas pour un autre, je sais d'où je viens, mais je sais, j'ai quand même droit à mon opinion, puis d'apprendre, puis d'évoluer là-dedans. Mais il y en a, c'est ça, là, qui condamnent d'avance, tu sais, puis ils te mettent dans une catégorie, tu sais, comme moi sur mon podcast, avant que ça vire un peu plus engagés sociaux, j'ai reçu énormément de gens de gauche, beaucoup à gauche, puis moi, on me démonisait, on me diabolisait beaucoup la droite. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller écouter qu'est-ce qu'ils font pour voir c'est qui ces personnes-là. Puis là, je les écoute, c'est pas les démons qu'on m'a dit. Je les ai reçus sur mon podcast. Finalement, ils sont beaucoup plus... On a bien des points en commun, tu sais, on a des désaccords, tout ça. Puis là, depuis ce temps-là, je me fais traiter d'extrême droite ou d'être payé par le Kremlin. C'est absurde, là. Écoute, je vis la même chose sur bien des plans, moi aussi, là. Moi, toute ma vie, j'ai été de gauche, anarcho-syndicaliste, mais depuis que je suis critique de certaines de ces tendances de la gauche, je reçois les mêmes critiques que toi. Mais je tiens à dire, moi, c'était la même chose quand j'avais 20 ans, tu comprends? Quand j'avais 20 ans, et que je découvrais la pensée politique de Russell, de Chomsky, des gens comme ça, là, puis je suis devenu anarcho-syndicaliste, puis je le suis resté, là, les gens de gauche me détestaient profondément. Les communistes me haïssaient. Je l'ai raconté quelquefois, là. Écoute, moi, j'ai fait de longues études, je t'ai inscrit au doctorat en philosophie, tu comprends? Et puis, je m'en vais passer une entrevue dans un cégep pour devenir prof de cégep en philosophie, là. Les gens autour de la table, il n'y en a aucun qui a une maîtrise ou un doctorat en philo, là. Ils ont moins diplômé que moi. Puis, moi, quand j'ai enseigné quelquefois au cégep, ça a bien été, mais ils m'interviewent, puis je sais qu'ils me veulent pas. Ils m'ont fait venir parce que j'avais des gros papiers, puis etc. Mais à la fin de l'entrevue, ils me demandent quel lien faites-vous entre la théorie et la pratique? Toi, tu connais pas ça, là, mais c'est clairement communiste, tu comprends? Okay. La théorie et la pratique, le lien avec la théorie et la pratique, il n'y a pas de théorie si t'as pas de pratique. Si t'es pas engagé dans un groupe communiste, là, ça vaut rien ta théorie, ce que tu penses, tu comprends? C'est ça que ça veut dire. Quel lien faites-vous entre la théorie et la pratique? Puis moi, je leur avais répondu que il y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Ils avaient pas aimé beaucoup. J'avais pas été embauché. Mais te dire que le combat contre une certaine tendance de la gauche, là, moi, ça a été une constante dans ma vie. Alors, j'ai combattu dans les années 70, 80, la gauche communiste, que je détestais, et je pense pas m'être trompé beaucoup d'avoir eu raison de la combattre. Puis après, quand je suis rentré à l'université, j'ai combattu le postmodernisme qui s'est infiltré partout, avec lesquels j'étais en profond désaccord. On va y arriver justement aux universités. Et où la liberté académique, où qu'elle se situe la liberté académique dans les universités? Là-dessus, vaste question encore une fois, là, mais je tiens à le dire, moi je suis de ceux qui ont été très inquiets de la situation de la liberté académique à l'université. C'était le cas pendant que j'étais à l'université. Je voyais des choses qui m'apparaissaient inacceptables, des menaces à la liberté de penser et à la liberté académique qui doivent être absolument appliquées, implantées, respectées partout dans une institution comme l'université. Et la liberté de s'exprimer à l'université, là, si je peux le dire comme ça, est encore plus grande que la liberté d'expression dans la société. À l'université, on l'appelle la liberté académique. C'est la liberté de discuter de certains sujets. Probablement que dans la société, ça serait très mal vu de défendre telle ou telle idée. Mais si elle est plausible, puis si des chercheuses intelligents, crédibles, etc. Puis elle est appuyée par des preuves, des statistiques. On doit pouvoir en débattre. Mais oui. Bon, maintenant, et c'est un phénomène profondément troublant, la gauche a changé sur ces questions-là. Dans les années 60, je m'en rappelle, j'ai lu là-dessus, 70, une partie de la gauche se battait fortement pour défendre la liberté académique à l'université. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, notamment au Québec, mais aussi aux États-Unis, où ça a été dramatique, en France, en Angleterre,
la liberté académique a été menacée de l'intérieur de l'université. Alors là, on s'est retrouvé devant le fait que des conférences sont annulées, des professeurs perdent leur emploi, des professeurs sont cancellés, des textes sont interdits de publication et ainsi de suite. C'est arrivé, c'est le cas. Personnellement, ça m'a tellement troublé qu'en 2019, ça fait donc 6-7 ans de ça, là, que j'ai publié un des premiers livres, peut-être même le premier livre au Québec qui portait là-dessus, qui s'appelle « Liberté surveillée », où j'ai donné la parole à une dizaine de personnes qui faisaient part de leur expérience et du fait que leur liberté de penser avait été menacée. 2 ou 3 ans plus tard, avec Rachel Antonius, j'ai publié un autre livre sur les dérives de la gauche, et ce livre-là parle aussi des problèmes qu'a la gauche avec la discussion du racisme, de l'immigration et ainsi de suite, mais aussi de la liberté académique. Et ça, c'est quelque chose de suffisamment inquiétant et grave que le gouvernement du Québec a fait une loi sur la liberté académique. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça signifie. C'est l'État qui intervient pour protéger la liberté académique des universités. Puis quand on veut les séparer, tu sais, on veut certainement pas que l'État... Mais non, absolument pas. Et c'est troublant parce que aux États-Unis, par exemple, la question est complexe. Puis je le répète, aux États-Unis, la liberté académique a été profondément menacée. Les statistiques ne trompent pas là-dessus. Je les ai, je pourrais vous les fournir plus tard, mais je les ai. Le nombre de profs qui ont perdu leur poste, de conférences qui ont été annulées, ainsi de suite. Devant ça, profs qui sont à gauche, puis il n'y a personne pour compenser à droite. Les statistiques sont claires là-dessus. Aussi, dans les universités américaines, les gens qu'on appelle des libéraux aux États-Unis, les gens de gauche, la gauche libérale, sont massivement plus nombreux que les conservateurs. Et ça produit un effet. Mais là, quand tu vois la réaction de Donald Trump, c'est catastrophique aussi. De voir l'État s'emparer de la liberté académique puis de la limiter. Puis lui, il n'utilise pas les petites manières. Non, et c'est absolument troublant. Mais là-dessus, j'aimerais ça que la gauche, une certaine gauche, fasse son autocritique et se rappelle comment elle a nourri cette tendance-là, qui est dramatique, effectivement. C'est justement parce qu'elle laisse ça aller puis elle se ferme les yeux que ça en devient avec des dérives... intolérables, absolument intolérables. Encore une fois, c'est que ça concerne même la mission fondamentale de l'université, qui est de rechercher la vérité. Mais quand tu crois plus ou moins à la vérité, comme je disais dans le postmodernisme de tantôt, quand tout est affaire de rapport de pouvoir entre dominant et dominé, mais là, ce qu'on veut faire, c'est donner la chance aux dominés, puis lutter contre les dominants. Puis il s'inscrit dans les universités des modes de pensée, des croyances, des départements qui sont profondément troublants. Parce que tu l'as dit, tu as cité John Mills, je pense. John Stuart Mill. Ouais, c'est ça, qui dit, tu sais, tu connais pas ton opinion tant si longtemps que tu l'as pas confronté à des opinions qui sont différentes des tiennes. Puis c'est vrai, il faut que tu le confrontes, qui est justement pour ça que moi j'ai invité du monde plus à droite pour essayer de voir moi où je me situe là-dedans, puis où je suis pas d'accord, où ça vient renforcer mes croyances, mais au moins j'ai mis à l'épreuve, tu sais. Je trouve que c'est tellement un aveu de faiblesse de pas vouloir parler à quelqu'un qui pense différemment comme toi. Sincèrement, tu disais tantôt, tu n'as pas fait d'études universitaires. D'une certaine manière, en étant tannant, je dirais ça paraît, là, parce que tu cites les bonnes choses puis tu as les bonnes idées. Mais c'est une blague, on le sait, hein. Mais je suis content que tu t'aies cité John Stuart Mill, parce que moi, je l'ai cité aussi. Mill, là, c'est un penseur du 19e siècle, utilitariste, pas important, mais il a écrit un livre qui s'appelle « La liberté », qui est une défense très forte de la liberté de penser, de la liberté académique. Et t'as raison, cette idée-là m'a toujours semblé sublime. Tu sais même pas ce que tu penses si tu l'as jamais confronté à quelqu'un qui pense pas comme toi. Parce que là, t'es obligé de sortir de toi puis de regarder, je pense ça, mais il y a un argument contre. Ah, qu'est-ce que je réponds à ça? Il y a un autre argument contre, qu'est-ce que je réponds à ça? Ah, cet argument-là, si tu en as discuté, est pas bon, je persiste dans ma conviction. Ou alors, les arguments ont du sens et je révise ma position. Mais toutes les autres, je les ai pas aimés, mais il y en a un que je suis pas tant contre, tu sais. Puis là, ça te fait évoluer. Ben effectivement. Non, mais on doit faire ça. Prends n'importe quelle question qu'on débat en ce moment. C'est pour ça la liberté académique, la liberté d'expression. Prends la question de l'immigration, hein, sur laquelle, s'il y en a une, il me semble, en ce moment, où dès que tu prends position, tu peux te faire insulter, peu importe la position que tu as pris. T'es on voit Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment. Là. Tu sais, il se fait traiter de woke comme qu'il se fait traiter d'extrême droite. De fasciste quasiment. Ou c'est ça. Écoute, Ben, je pense que c'est la vice-recteur qui l'a traité, indirectement, là, que les yeux bleus, les cheveux blonds. Elle est ressortie après, là, mais c'est sûr quelqu'un qui occupe un poste très haut à l'université. Ben, ça montre à quel point. On reviendra là-dessus aussi sur l'université
curiosité, mais tu as raison de souligner ça. On a cette tendance-là. Paul Saint-Pierre Plamondon, là, moi, je suis pas membre du PQ, mais je suis depuis toujours indépendantiste. J'aurais souhaité que le Québec, je souhaite encore que le Québec devienne indépendant. Yes, sir, moi aussi. Donc c'était oui aux 2 référendums, etc. Mais je suis pas membre du PQ. Mais de là à dire que le PQ, c'est des fascistes, que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un nazi ou l'assimiler à ça, c'est absolument délirant. Puis c'est interdire la conversation démocratique sur des sujets importants. La question de l'immigration est importante. Tout le monde s'entend, j'espère. Ben, il faut pouvoir en parler. Puis pour pouvoir en parler, il faut pas rejeter comme absurde ou criminel presque les positions avec lesquelles on est en désaccord. Discutons. Il y en a des bons arguments. Puis ça aussi, ça me fascine, si je peux le dire comme ça, là, de voir comment souvent les gens ont réponse instantanément à une question complexe, puis s'y attachent. Et souvent, c'est probablement mon cas aussi sur certains aspects, hein, je suis pas en train de dire que j'échappe à ça. On fait tout ça. Mais souvent, ils connaissent pas beaucoup de choses qu'on devrait connaître pour se prononcer. Tu vois, j'ai cité tantôt la laïcité, le buisson, d'où ça vient, ces gens-là. Il me semble qu'il faut connaître ça pour se prononcer sur la laïcité. Même chose avec l'immigration. Je veux dire, la gauche traditionnelle, ou une certaine gauche traditionnelle, là, crois-le ou non, là, avait des bons arguments pour lutter contre l'immigration. On les entend jamais aujourd'hui, ces arguments-là. Mais tu t'en rappelles? Vas-y. OK? Par exemple, une certaine gauche, même des syndicats anarchistes ou proches des anarchistes aux États-Unis, fin 19e, début 20e, là, luttaient contre l'immigration. Ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais as-tu une idée pourquoi ils faisaient ça? Je pense que ça saute aux yeux. Hein? Ils luttaient contre l'immigration parce qu'ils pensaient que l'immigration, c'est ce qui faisait l'affaire des patrons pour diminuer le pouvoir des ouvriers. Le patronat. C'est ça. Alors, et en ce moment, je rappelle qu'au Québec, les grands défenseurs de l'immigration, c'est les patrons. Ouais. C'est les patrons qui demandent, c'est le conseil du patronat qui est les patrons qui demandent l'immigration. En ce moment, ils critiquent les positions de la CAQ sur l'immigration parce qu'ils veulent avoir des immigrants, des travailleurs. Alors, la gauche, à l'époque, là, je suis sûr de ça, je connais ça, là, une certaine gauche, des syndicats de gauche, anarchistes parfois, luttaient contre l'immigration et tu sais ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient de l'argent aux syndicats des pays étrangers d'où pouvaient venir les immigrants. Ils avaient trouvé cette solution-là. Là. Ils imaginaient ça. Ouais, j'ai lu Thomas Sowell, puis c'est un économiste. Je connais bien, oui. Ouais, puis il en parlait justement à quel point il y avait plusieurs personnes, des hautes têtes là, très progressistes qui étaient totalement contre l'immigration, même pour l'eugénisme. Un des arguments aussi qu'employait la gauche autrefois, là, qu'elle a employé couramment pour limiter l'immigration, et ça, je pense, ça mérite d'être connu puis discuté, c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça en anglais, je l'ai lu en anglais, ce texte-là, là, brain drain. Tu sais, on parle souvent d'exode des cerveaux, c'est les gens qui volontairement quittent un pays puis s'en vont dans un autre, exode des cerveaux. Ouais. Mais brain drain, c'est plus que ça. On va les chercher. Ils quittent pas volontairement, on les aspire, on les amène. Et là, le brain drain, c'est cette façon-là d'aller chercher des cerveaux. Il y a une certaine gauche qui, à l'époque, disait, c'est raisonnable, on peut y penser, que ce que ça fait, l'immigration telle qu'on la pratique, là, ça prive les pays de gens dont il y aurait besoin pour se développer. C'est dramatique. Dans un article que j'ai lu sur Znet, je ne connais pas, mais c'est pas grave, c'est un site internet d'extrême gauche, anarchiste, anarcho-syndicaliste comme moi, là, Chomsky, puis ces gens-là sont là. Dans un article il y a quelques années que j'avais lu sur ce sujet-là, on rappelait le brain drain, qui est un argument que la gauche a souvent le plus utilisé pour dire « Attention à l'immigration, vous allez faire mal au pays d'où viennent les gens que vous allez chercher ». On rappelait qu'en ce moment, c'était il y a une dizaine d'années, il y a plus de médecins éthiopiens aux États-Unis qu'en Éthiopie. Tu te rends compte le drame? On a privé ce pays-là d'outils, de cerveau dont il a besoin pour se développer. Donc, c'est des questions complexes, mais qui méritent qu'on discute. Mais on peut pas discuter si on s'insulte. Ben ouais. Puis on peut pas les revirer du revers de la main pour rien non plus. Il y a une autre étude, j'aimerais que tu me parles. C'est, je vais la lire pour faire sûr, là. C'est Grievance Studies Affair. Grievance Studies Affair. Grievance, ok. Ouais, je connais pas super bon en anglais, là, moi. Là. Je vais aller vite, si tu permets, là, mais tu vois, parce que je suis pas tout seul à penser, je tiens à le dire, ça peut apparaître, les gens qui connaissent pas le sujet vont peut-être dire c'est les idées de Baillargeon puis c'est tout ça. Mais la remise en cause du postmodernisme,
OK, de cette vision du monde binaire, dominé, dominant, refusant qu'il y ait des idéaux absolus, etc. Cette vision du monde-là, postmoderne, elle est critiquée par plein de monde maintenant. Elle a été critiquée par Chomsky. J'ai donné l'exemple de Chomsky, c'est qui se définit comme quelqu'un du siècle des Lumières puis qui s'oppose à Foucault pour postmodernisme. Mais il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ces idées-là. Il y a deux événements importants qui se sont produits. Le premier, c'est dans les années 90. Il y a un physicien de New York, un professeur de physique qui s'appelle Alan Sokal, qui a envoyé un article complètement délirant à une revue. OK? Une revue postmoderne de l'époque. Et cet article-là disait toutes sortes de conneries en sciences, toutes sortes de faussetés, rappelait des propos débiles d'auteurs postmodernes. Il a envoyé ça dans une revue qui est supposée être une revue académique avec comité de lecture. Puis ça allait dans le sens que eux ils veulent aller. Exactement. Là, ça défendait les idéaux postmodernes. Vision tunnel. Oui. Et la revue... Et lui, c'était un test qu'il faisait. Là, est-ce qu'ils vont publier ça, qui est plein de faussetés, qui est plein de bêtises, qui est plein de... Il l'a pas dit, c'est à leur insu. Non, il l'a envoyé. Puis là, ils ont publié l'article en question. Ils n'ont pas vu les erreurs. Du moment que ça allait dans leur sens, tout était beau. Alors, l'affaire Alan Sokal, c'est celle-là. C'est passé dans les années 90. C'était une des premières tests de ça. Et plusieurs années plus tard, un groupe de 3 auteurs, si mon souvenir est bon, a rédigé un certain nombre d'articles délirants et les envoyé dans plusieurs revues. Et il y en avait plusieurs, je me souviens plus du nombre exact, mettons qu'il y a une quinzaine, je sais pas trop. Puis c'est quand il y en a eu 6 ou 7 qui ont été acceptés ou qui allaient être publiés ou qui l'ont été, que la chose est sortie. On appelle ça le Grievance Studies Affair. Et donc, ils publiaient des textes absolument délirants, mais allant encore une fois dans le sens du postmodernisme. Et ces textes-là avaient été acceptés. Ben ouais, parce que un des articles qui étaient acceptés, c'était justement, je pense, un sur le féminisme qui avait remplacé, c'est dans le fond un texte de Mein Kampf de Hitler. Ils ont repris des passages du Mein Kampf d'Hitler et ils ont soumis ça à une revue et ça a été accepté. Ouais. Il y avait un article de mémoire, là, c'est un peu loin, là, mais il y avait un article comme quoi les parcs à chiens dans les villes étaient des incarnations du sexisme et de la domination mâle dans la société. En fait, c'était des choses... Absolument. Quand tu les regardes aujourd'hui, tu dis c'est absolument délirant, mais ça a passé. Et ça, je pense que ça apporte un peu de crédibilité à cette idée que le postmodernisme est beaucoup entré dans les institutions de pensée, les universités, etc. Et je pense que ça fait un tort immense, oui. Ben, c'est quand même fou. Moi, c'est ça. Là, c'est surtout le passage avec celle d'Hitler, là, où tu remplaces Hitler par le féminisme, puis que ça doit, les femmes doivent tuer les Grievance Studies Affair, là, c'est l'épisode Sokal repris. Et c'est en effet profondément troublant. Mais ça montre, encore une fois, qu'il y a une pénétration de ces choses-là. C'est pas la seule aussi, si tu me permets, qui fait mal à la vie de l'esprit, puis à la vie académique, puis à la vie universitaire. Ouais, vas-y. Je vais en citer d'autres, si tu permets. Une chose qui me fascine, ça date depuis pas tant d'années que ça, peut-être une vingtaine d'années, peut-être moins. À l'université, quand tu es professeur, ton statut, ton salaire, puis tes fonds de recherche dépendent de ce que tu publies dans des revues avec comité de lecture. Ça va? Donc, c'est très important ce que tu vas publier dans les revues de comité de lecture. Devant ça, depuis quelques années maintenant, des entreprises ont créé des fausses revues. Alors, puisqu'il y a Internet, on n'est pas obligé d'avoir des revues de papier. On peut créer un faux site Internet d'une fausse revue et, contre argent sonnant, on publie un article et ça donne l'impression d'avoir été publié dans une revue de comité de lecture. Je vais donner un exemple concret qui était dans la revue que je lis beaucoup, là, Skeptical Inquirer, la revue des sceptiques américains. Dans la revue Skeptical Inquirer, récemment, il y a un auteur qui racontait comment il a envoyé à une revue un article portant sur des élèves, des étudiants à l'université, OK, de son université. L'article est plein de faussetés. L'article dit, par exemple, je cite de mémoire, là, mais dans le résumé de l'article qu'on doit faire, là, il y a X étudiants qui ont été concernés. Dans le cadre du texte, il y en a tant. C'est pas le même chiffre. À la fin, il y en a... Ça se contredit. Ça se contredit. Il y a plein de faussetés dans l'article. L'article rappelle que pour faire la recherche qu'il prétend avoir fait, là, il faut obtenir l'accord du comité éthique de l'université. Mais il dit qu'il l'a pas obtenu. Il envoie à la revue cet article-là pour demander de le publier. C'est une revue qui est, on appelle ça une revue prédatrice. Tu sais, les prédateurs, c'est une revue prédatrice. C'est une fausse revue prédatrice, OK? Eh bien, une vraie revue prédatrice. Oui. Et donc, il envoie cet article-là.
Et normalement, quand tu envoies un article à une revue scientifique, il faut attendre un sacré bout de temps avant qu'ils te reviennent. Parce qu'il va y avoir 3, 4 personnes qui vont lire ton article. Qui va le réviser. Qui va le réviser au complet. Puis là, ces personnes-là vont arriver à la conclusion qui peut être 1, c'est nul, publiez pas ça. 2, c'est mauvais, mais avec beaucoup de travail, ça pourrait être publié. 3, c'est très bon, mais il y a des petites erreurs à corriger, des petites affaires. 4, c'est parfait, touchez pas à ça, c'est très rare que ça arrive. Mais tu comprends? Et ça, là, ça prend des semaines, parfois des mois, avant que tu reçoives les 4 affaires et que tu fasses les corrections. L'auteur dont je te parle, qui avait écrit un article qui a envoyé à une revue prédatrice, là, il envoie ça. Le lendemain, le jour d'après, on lui dit, c'est pris. On vous publie ça. Ça va vous coûter 500$. Ah, OK. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Il n'y en a pas une ou deux. Il y en a un grand nombre de revues prédatrices. Et là, c'est l'effet de l'argent, du commerce, de la clientélisation, la commercialisation de la recherche sur la vérité. Et ça, c'est grave au même titre que le postmodernisme ou l'idéologie. Puis aussi, je pense que ça vient avec... ça vient avec le sujet que le monde aussi, je sais pas si tu parlais de ça dans une entrevue radio, le monde se fout de la vérité. Tu sais, maintenant, je pense qu'il y a un livre qui a été là-dessus, On Bullshit. Là, oui, On Bullshit, oui, c'est ça. Mais c'est un effet aussi du postmodernisme, si je peux dire ça comme ça. Il y a plusieurs facteurs. Hein. La commercialisation de la recherche met à mal la vérité, t'es d'accord? Hein? Si on peut publier toutes sortes de choses fausses, si on peut, avec le postmodernisme, publier comme dans Grievance Studies ou l'affaire Sokal, toutes sortes de fausses choses, c'est menaçant. Et moi, je pense que on devrait nourrir un attachement à la vérité dans nos débats, dans nos conversations, à travers l'école. Mais pour ça aussi, il faut croire qu'elle existe, la vérité. On prétend pas la détenir, mais elle existe, la vérité. Puis on a, nous, les êtres humains, inventé des moyens de s'approcher de la vérité, la science en étant une. Mais en ce moment, il y a un très grand malaise autour de la recherche scientifique, notamment, à cause de la commercialisation de la recherche, à cause des revues prédatrices, à cause de la présence de l'idéologie. Tu sais, quand tu te retrouves comme scientifique obligé de reconnaître que quelqu'un qui appartient à une minorité ethnique va avoir préséance sur toi pour une bourse ou pour une fonds de recherche, il y a un problème aussi, c'est la vérité seule qui devrait compter. C'est pas l'argent que ça va rapporter, c'est pas à qui ça va rapporter, c'est fonds publics, savoir public, données publiques, vérité acquise et accessible à tout le monde. Ça, c'est menacé en ce moment et ça me trouble beaucoup. Ouais, j'ai lu un livre que tu as justement préfacé, si le mot se dit, c'est La pensée woke de David Santarossa. Oui, ça fait quelques années déjà. Ouais, j'ai adoré ce livre-là. Puis lui, il parlait justement dans son livre que les chaires de recherche sont... Les bourses, les subventions données sont faites en fonction de est-ce que qui t'as dans ta chaire de recherche, tu sais, fait que discrimination positive, là, on peut dire, là. Même si pour moi, ce terme-là, c'est juste de la discrimination, point, là. C'est pas parce qu'on l'enrobe dans un emballage bonbon que ça fait que c'est moins de la discrimination, là. Puis en plus, ces chercheurs-là qui sont basés sur le fait s'il répond à des critères, est-ce que tu as des personnes issues des minorités et blablabla. En plus, leur recherche doit prendre en compte le point de vue de l'inclusion, de la diversité, puis mais c'est pas de même que ça marche la science, tu sais. La science, c'est voici tous les éléments pour pouvoir corroborer qu'est-ce que je dis, mais aussi voici tous les éléments pour pour contredire cette thèse-là. Pour contredire, c'est ça. Là, oui, c'est ça. C'est de même qu'on va arriver avec un consensus de tout le monde. Hey, êtes-vous d'accord avec moi? Non, il y a telle affaire. Ah ouais, c'est vrai. Puis on va arriver à une forme de consensus général. Peut-être pas tout le monde, mais... Oui, puis consensus général... souvent provisoire en science, hein, parce qu'on reconnaît en science qu'on s'approche de la vérité, mais on peut s'être trompé, ça arrive souvent en science qu'on fasse ça. C'est une forme d'auto-validation. Ouais. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. Tu as cité DEI, là, ce qu'on appelle diversité, équité, inclusion. Encore une fois, il faut nuancer des choses. C'est pas absurde de penser que dans nos sociétés, à cause de l'histoire de nos sociétés, il y a des groupes qui ont été profondément maltraités, marginalisés, et qu'on peut prendre ça en compte quand on traite les gens, quand on prête l'accès à l'université, on peut aider, c'est tout à fait raisonnable. Mais on est d'accord, je pense que c'est pas absurde de prôner ça. Maintenant,
dire que c'est le seul critère, qu'on va l'appliquer systématiquement, ça peut être profondément troublant. Hein, la Cour suprême aux États-Unis vient de remettre en question ces programmes-là en raison de l'injustice qu'elles peuvent préconiser. Aux États-Unis, tu avais des choses comme, je cite de mémoire, là, mais des étudiants asiatiques avec des résultats très forts qui n'accèdent pas à l'université parce que des étudiants noirs afro-américains sont privilégiés, même s'ils ont des résultats très médiocres. Alors là, il faut faire attention jusqu'où on va, pendant combien de temps on fait ça. Le fait de vouloir corriger les injustices passées est certainement un noble objectif. Est-ce que ça doit être constamment la règle? Est-ce qu'il y a un moment où ça cesse? Aux États-Unis, ils ont décidé que c'était le temps d'arrêter ça pour les universités. Mais pour ce qui est de la recherche de la vérité, c'est effectivement troublant quand les chaires de recherche sont accordées sur la base de ces privilèges-là, que l'adhésion à ces idées-là devient le critère qui permet de sélectionner des gens. On méprise un peu la vérité, on risque de mépriser en tout cas la vérité quand on procède comme ça. Et évidemment, j'ai un malaise avec ça profond. Il faut savoir aussi, puis là, c'est quelque chose, je pense, particulier que je vais dire, mais l'adhésion ou la simple apparence d'adhésion à ces idées-là suffit à te permettre de gravir les échelons à l'université. Oh, wow. Le fait de rejeter ces idées-là te condamne à mort. Et c'est ce qu'on vit en ce moment dans les universités. Même si t'es pas d'accord avec diversité, équité, inclusion, même si t'es pas d'accord avec le fait que les professeurs devraient tous suivre un cours d'antiracisme systémique, parce qu'ils doivent être mieux. Bon, si t'es pas d'accord avec le postmodernisme, si t'es pas d'accord avec moi en éducation, je suis en désaccord avec plein d'idées qui circulaient en éducation, qui étaient dominantes, si tu oses exprimer ces idées-là, surtout dans le contexte actuel, ça peut te coûter extrêmement cher. Mais si tu ne dis rien, ta carrière va bien se porter. Tu vas peut-être finir vice-recteur. Mais est-ce que c'est pour ça que tu n'as pas voulu être nominé à l'UQAM pour un prix? Oui, moi, je n'insisterai pas là-dedans très longtemps, là, mais mon passage à l'UQAM a été une vraie horreur. Je contestais certaines... Mais, je vais le dire en deux termes, trois mouvements. J'ai écrit là-dessus, de toute façon, on peut lire mes articles là-dessus. En éducation, à l'UQAM, puis dans plusieurs universités, quand j'étais là, un ensemble d'idées dominantes, très importantes, s'appelle le constructivisme radical. Je te parle de détails, là, mais c'est une thèse postmoderniste en matière de connaissance. La science, c'est un discours parmi d'autres. OK? C'est tout. Elle n'a pas de prétention à la vérité plus que les autres, etc. Moi, j'ai été formé assez solidement, je pense, en philosophie des sciences, et je trouvais ça inacceptable. OK? Alors, je l'ai dit, et j'ai contesté ces idées-là. Jusqu'au jour où, je vais le raconter, hein, on m'apporte un mémoire de maîtrise. Une maîtrise, c'est quand même quelque chose d'élevé là, à l'université. Là, un mémoire de maîtrise qui dit « Le constructivisme radical nous a appris que la science n'est qu'un discours parmi d'autres. On peut s'en servir pour faire l'orientation des élèves. Mais l'astrologie est un autre discours intéressant. On peut aussi s'en servir. Donc, le mémoire de maîtrise recommande le recours à l'astrologie pour orienter les élèves. » L'astrologie, vraiment les... Oui, les cartes du ciel et tout, là. À l'université, c'est absolument inacceptable. C'est quoi la prochaine affaire? Les cartes de tarot? Délire intolérable. Et c'est une conséquence du postmodernisme. Voyons. Oui. Puis moi, je suis allé voir la direction des études avancées, puis on m'a carrément dit, si t'es pas content, participe plus aux études avancées. Ce que j'ai fait. Puis quelques années plus tard, moi, mes collègues ont refusé de me titulariser. Mes collègues ont refusé. Certains qui avaient jamais écrit un livre de leur vie, moi j'en avais écrit une quarantaine à cette époque-là. Parce que je contestais le discours dominant, tu comprends? Puis ça peut coûter très cher. Refuser de titulariser, ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que quand tu rentres à l'université, tu deviens permanent. Puis après ça, tu as le vrai poste, le titulaire, avec le vrai salaire qui va avec. À l'UQAM, je dirais que 80% des profs deviennent titulaires au bout de 5 ans, 6 ans. Moi, j'avais attendu 21 ans, une quarantaine de livres pour le demander, puis mes collègues ont refusé. C'est l'administration de l'université qui a renversé leur décision. Puis tu l'as-tu été, finalement? Oui, je l'ai été parce que l'université, l'administration universitaire a refusé la décision de mes collègues. Tu vois. Là, je suis parti après parce que c'était invivable, l'université, pour moi. Parce que une fois que tu es permanent, t'es plus délogeable. Là, à moins que tu aies une faute grave. J'étais permanent, mais pas encore titulaire. C'est la différence. On devient permanent, on est embauché, on devient permanent, on devient titulaire. C'est le poste prestigieux, là, avec le salaire qui va avec. Qu'est-ce que ça dit, ça? Excusez de te couper, mais qu'est-ce que ça dit, ça, de cette non-solidarité-là? Tu sais, on l'a vu à plusieurs reprises, tu sais, ça a été écrit dans des livres, dans des journaux, que les profs se ferment quasiment. Tu sais, c'est comme s'il n'y a pas de solidarité, même que ça soit pour des idées que tu défends pas, mais que
il a le droit d'y dire, tu sais, à moins... tu sais, puis en plus, c'est pas des idées... Tu sais, il défend pas le KKK non plus, là, tu sais. Tu connais le capital, l'argent? Ouais. Ben, il y a un capital symbolique aussi. Tu te fais un certain capital en symbole. Et à l'université, on voit ça beaucoup maintenant. Tu construis ton capital symbolique qui te permet d'avoir un salaire, etc. Là, l'image, avec l'image que tu donnes. Puis là, il faut que tu donnes l'impression d'adhérer, que tu adhères véritablement, ou que tu donnes l'impression d'adhérer à certaines idées. Ce qui me choque, c'est que ce conformisme-là soit présent dans un lieu où on devrait défendre l'opposition à toutes les idées, la discussion libre de toutes les idées. Ça devient extrêmement troublant aussi. Hein? Puis moi, j'imagine dans un monde idéal, t'es quasiment content d'avoir quelqu'un du même niveau intellectuel, tu sais, qui a beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, mais qui est différent à toi. Comme ça, ben, on va échanger, puis on va, le choc des idées, on va se confronter. Puis on va apprendre, ben comme oui, je disais tantôt, on va grandir ensemble. ensemble. Puis c'est même la condition nécessaire de la recherche de la vérité que de pouvoir échanger. Mais en ce moment, c'est troublant de voir l'université comme lieu, tu sais, de propagation idéologique extrêmement choquant, troublant. Puis moi, ce qui me choque beaucoup aussi, c'est que beaucoup de gens, je vais le dire comme ça, je me ferai pas aimer, mais les profs d'université, là, dans notre société, là, font partie de l'élite ultra privilégiée. Hein, c'est des gens qui ont des excellents salaires, des régimes de retraite. C'est en fait des gens rendus millionnaires par des fonds publics. C'est ça, les profs d'université. Puis ils peuvent pas se faire déloger. Ben, ils peuvent pas, mais ils devraient avoir le courage. Il y en a plusieurs qui l'ont, d'ailleurs, je tiens à le souligner. Il y en a qui se tiennent debout et qui le font, mais ça coûte cher. Ben, il y a justement il y a pas trop longtemps un prof qui est allé en Europe, je pense en France, puis il a fait un discours, puis il a dénoncé qu'est-ce que vous êtes en train de dire, justement. Oui. Je crois. Ou sinon aussi, un dernier phénomène qui est celui de l'autocensure aussi, qui est pire que la censure. Oui. Encore une fois, ça touche beaucoup, ça s'explique, il me semble, en bonne partie par le capital symbolique dont je parlais tantôt. Hein. Si tu es en désaccord avec une telle ou telle position, si, disons, tu crois pas au constructivisme radical, tu crois pas que le racisme systémique, c'est un concept valide, tu crois pas que ceux qui contestent l'immigration, ce sont tous... comme Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est une blague évidemment, là, des racistes néofascistes, là. Si tu crois pas ça, ben c'est peut-être une bonne chose de pas le dire, parce que tu vas peut-être nuire à ta propre progression, à ta propre carrière, à ta possibilité d'avoir du financement. Et ça joue un rôle en ce moment, il me semble. Ouais, mais en même temps, t'es là pour guider les élèves, t'es là pour les pousser à grandir, tu sais, qu'ils soient d'accord avec toi ou non. C'est d'essayer de pousser leur talent. Oui. C'est le contraire de ce que devrait être la vie universitaire. Quand ça se produit pas toujours. Hein, je suis pas en train de dresser un portrait pour nuancer le portrait, là, mais c'est vrai que ça se produit. Il y a et c'est surtout dans certains départements, c'est pas dans tous les départements. On trouvera moins ça, ou pas du tout en mathématiques, par exemple, où on n'a pas ce genre de débat-là. En physique, on trouvera pas ça. Mais on le retrouve maintenant en biologie, en psychologie, en sociologie, en philosophie, etc. Et ça tient en partie au fait, tu l'as cité tantôt, là, les statistiques, je les ai pas exactes, mais de mémoire, je dirais, aux États-Unis, les professeurs d'université sont à 90% des libéraux, des gens de gauche, à 10% des conservateurs. Ouais. Ce qui fait qu'on entend beaucoup moins les voix des conservateurs. Puis, moi, je suis pas un conservateur, puis je suis pas de droite, mais j'aime ça les entendre, j'aime ça les lire. Je les lis, ces gens-là, j'essaie de comprendre ce qu'ils disent. Puis des fois, j'en apprends, tu sais, ils ont pas toujours tort. Là. Ah ouais, moi, ma peur, c'est justement d'être dans une chambre d'écho. Oui, c'est ça. Puis de jamais être confronté, tu sais. Ouais. En même temps, c'est facile et c'est rassurant aussi, ça. Mais il faut accepter, tu sais, d'être bousculé, d'être remis en question, de penser qu'on a peut-être tort. Ça fait partie de la vie intellectuelle, ça. Même, tu sais, dans certains domaines, on serait content de voir qu'on a tort. Tu sais, tu penses telle chose, puis tu te rends compte que tu t'es trompé. Tu sais, la recherche de la vérité en elle-même est un plaisir, tu comprends? Puis pour ça, il faut quelqu'un qui pense différemment, qui t'amène d'autres arguments. Il y a un dernier point aussi, parce que c'est ça, tu disais qu'il y avait les deux grands dangers de l'université, la soumission aux idées dominantes, tu sais, des idéologies dominantes, et l'autre, c'était le clientélisme. La commercialisation. Commercialisation. Oui. Là, tu sais. Moi, avant de quitter l'université, j'ai fait un livre là-dessus. Le titre, c'était « Je ne suis pas une PME ». Mon idée, c'était de dire qu'on encourage beaucoup les profs à devenir des petites et moyennes entreprises. Ça veut dire à aller chercher des subventions de recherche. Mais souvent, dans plusieurs domaines, les subventions sont accordées par des comités
qui adhèrent aux idéologies dominantes. Ce qui veut que si tu veux obtenir ces subventions-là, faut que tu ailles vers les idéologies dominantes, tu les défendes, tu les appuies, tu y adhères. Et là, si tu y adhères pas, ça va mal, effectivement. Donc là, il y a cette clientélisation-là, cette commercialisation-là. Il y a aussi les universités sont massivement à la recherche d'argent. Puis dans les universités publiques, comme au Québec, l'argent vient par le nombre d'étudiants inscrits. Ce qui fait qu'on va chercher à rentrer le plus d'étudiants possible, de créer de toutes sortes de programmes. Et moi, là-dessus, je veux pas entrer dans le détail de ça parce que j'aurais pas d'exemple précis à donner avec des chiffres précis à donner, mais j'ai de sérieuses inquiétudes quand on voit se multiplier les programmes universitaires, quand on voit se multiplier la recherche d'étudiants étrangers, quand on voit se multiplier toutes les manières par lesquelles les universités cherchent à augmenter leurs bénéfices et leurs profits et les chercheurs à augmenter leurs subventions de recherche. L'université pourrait être une institution beaucoup moins riche et tout irait bien. Mm-hmm. J'aimerais parfois qu'elle ait beaucoup moins de soucis de la rentabilité qu'elle a en ce moment. Je tiens à dire parce que là, je peux donner mon cas particulier, là. Moi, je me suis fait un devoir, je tiens à le dire, durant toute ma carrière, de ne jamais demander de subvention de recherche et de ne jamais faire de recherche subventionnée. Et toutes les recherches que j'ai faites, tous les livres que j'ai écrits, tous les articles que j'ai écrits, quand il y avait des dépenses pour ça, je les payais de ma poche. J'ai jamais touché une scène de subvention de recherche. OK, si je fais un livre, je donne cet exemple-là parce qu'il me vient à l'esprit, là, il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle « Parlons philosophie avec ». C'est un livre dans lequel il y a des entrevues avec des philosophes majeurs là, de l'époque, d'aujourd'hui. Il y en a une qui est à Chicago. Mais je m'en vais à Chicago la rencontrer à mes frais. Je m'en vais un autre à New York à mes frais, un autre à Boston à mes frais, etc. Je tenais à payer toutes mes dépenses de recherche moi-même parce que je trouverais d'abord que beaucoup de recherches qui sont subventionnées pourraient tout à fait être faites ou sont même nuisibles, pas intéressantes. D'accord? Ouais, c'est carrément. Et je trouvais que s'il y avait des dépenses, je les ferais moi-même. Puis quand j'avais besoin d'assistants de recherche, là, parce que ça m'est arrivé d'avoir envie d'être avec des gens puis travailler avec eux, je les payais de ma poche. Ben, tu peux en être fier. Moi, tout, mais j'ai jamais eu une subvention. C'est tout dérivé. C'est même mes spectacles, j'ai jamais eu une seule subvention de ça. Mais est-ce qu'il aurait pu y en avoir? J'imagine que oui, j'aurais pu trouver quelque chose. Mais bon, on va se rejoindre. Mais en même temps, c'est un peu triste parce que, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est un peu triste parce que justement, tu sais, parce que c'est sûr que l'argent, elle va tout le temps faire partie de l'équation parce que c'est avec l'argent, tu sais, qu'on en a besoin. Mais que je trouve triste, c'est que la vérité n'est pas au centre de la motivation, tu sais. La vérité doit être au centre de la motivation. Puis il peut arriver que l'argent, le clientélisme, la commercialisation, comme les revues prédatrices ou certaines dérivent de la recherche de la vérité. C'est pour ça, des fois, moi, je veux dire, même pas en blague, je suis un peu sérieux, là. J'aimerais ça que les universités soient plus pauvres. Ah ouais. J'aimerais ça que les recherches, tu sais, par exemple, qu'on fasse des choses qu'à l'université on devrait faire, là. Par exemple, étudier des théories, puis les présenter, puis rejoindre le public sur ces questions-là, faire des réflexions abstraites sur des concepts comme la vérité, ou etc. Tu sais, je trouve que c'est des choses qui commencent à me manquer. Ouais. On va changer un peu de sujet. Je t'ai beaucoup parlé de la gauche, là. J'aimerais ça qu'on parle de la droite au Québec. C'est quoi ton opinion de la droite? Tu sais, c'est où qu'elle se situe dans la sphère politique? Je reviens au début quand on a parlé de la gauche. Je rappelais que c'est des distinctions un peu commodes, mais il y a aussi toutes sortes de gauche. Il y a une grande variété de gauche, puis il y a aussi une grande variété de droite. Personnellement, je trouve que c'est souhaitable, même légitime, qu'il y ait des discours de droite, on va qualifier ça de différentes manières, mais disons, des discours conservateurs au Québec, en politique en ce moment, ça me semble une bonne chose, c'est qu'on les entende. Je suis pas d'accord avec eux bien souvent, mais qu'on les entende. Tu comprends que, tu sais, le conservatisme, habituellement qu'on associe à la droite en politique, là, c'est des gens, il y a une formule, j'oublie qui l'a dit, c'est un anglais, si un changement n'est pas nécessaire, c'est nécessaire de pas changer. Tu vois, bon, cette idée-là de conservatisme politique, là, elle est présente, elle est pas toujours malsaine, hein, elle est présente. J'aime ça l'entendre. Moi, j'aime ça l'entendre de toutes sortes de gens, même des gens que parfois parce qu'on est tellement rapide à qualifier quelqu'un d'extrême droite ou de néo-fasciste. Moi, je veux entendre ces positions-là. Jusqu'à preuve du contraire, j'adhère pas beaucoup à beaucoup de leurs positions. Mais ça aussi, il faut nuancer. C'est possible d'être
à la fois de gauche et conservateur sur certains points. Tu comprends? La distinction n'est pas si simple que ça. Permettez-moi de donner un exemple. Okay? Je vais donner un exemple qui me touche, moi. Je l'ai beaucoup enseigné quand je donnais des cours en éducation. Il y a une penseuse qui s'appelle Hannah Arendt, qui est une dame bien importante, là, morte dans les années 70 ou 80, 70. Hannah Arendt, elle était très proche des anarcho-syndicalistes, justement, dans sa pensée, tu comprends? C'est quelqu'un qui a beaucoup fait réfléchir sur le totalitarisme qu'elle a vu monter en Allemagne. C'est intéressant à lire aujourd'hui, ça, pour l'opposer à ceux qui disent qu'il y a du fascisme partout, là, ça peut être intéressant. Mais Hannah Arendt, qui est très progressiste en politique, qui se méfie beaucoup de l'extrême droite, comme le totalitarisme et le nazisme, pensait que en éducation, il fallait être conservateur. Elle pensait que si tu n'étais pas conservateur en éducation, c'est-à-dire que si tu n'essayais pas de préserver le passé puis de le transmettre le plus soigneusement possible, sans biais, là, si au contraire de ça, tu voulais orienter la pensée des gens vers telle ou telle chose, là, elle disait, la formule est à peu près celle-là, là, à défaut d'être conservateur en éducation, on va être réactionnaire. Il y a c'est une belle formule qui mérite d'être réflexion. Hein. Puis quand tu te mets à penser à l'éducation, même si tu es quelqu'un comme moi, anarcho-syndicaliste, tu dis, attends, il y a un point, là. Faut faire attention, là. On veut pas endoctriner les élèves, là. On veut pas les faire adhérer à des thèses avec lesquelles nous, on est d'accord. On veut leur dire, voici ce qui s'est passé. Voici l'histoire. Voici à quoi on est arrivé. Voici ce qu'on pense maintenant. À vous maintenant, comme adultes, d'innover dans le monde que vous allez découvrir. C'est une belle idée, ça mérite réflexion. Une forme de conservatisme sur le curriculum qu'on doit transmettre, puis la manière dont on doit le transmettre à l'école, c'est une idée qui mérite réflexion. Tu vois? Oui. Et on peut être très progressiste en politique, puis quand arrive le moment de l'école, dire, tu comprends l'idée, hein? Je veux pas, moi, que l'école soit le lieu où on apprend aux enfants les idées contestées ou dominantes de notre époque, comme étant la vérité. Non, on va leur transmettre des savoirs établis, puis ensuite, vous, quand vous serez grand, ça sera votre tour d'innover dans le monde. Ça, j'aime ça. Mais tu sais, c'est parce que si ton idée est tant bonne, qu'est-ce qu'il y a de mal à, mettons, à leur donner la pensée critique, à leur donner une façon de réfléchir, de voir toutes les possibilités possibles, avoir une méritocratie, on peut dire, d'avoir accès à toutes les idées pour pouvoir, pas les former, mais qui se forment eux-mêmes. Tu sais, c'est comme la phrase de « donne un poisson à quelqu'un qui a faim, ben, tu sais, il va être correct la journée, apprends-y à pêcher, puis il va être correct toute sa vie. » L'image est belle, c'est ça que devrait faire l'école, je pense, encore une fois. Hein, l'école devrait à la fois transmettre des savoirs, puis là, pas des choses... Et non dire quoi savoir. Ouais, et puis leur apprendre à tester, contester, évaluer les savoirs, d'où l'importance que moi j'ai toujours accordée à la pensée critique. Tu sais, moi je la voyais se déployer de deux manières. D'abord, à l'intérieur de chaque cours, il y a des places pour la pensée critique. Tu sais, n'importe quel exemple, tu as un cours de physique, tu comprends? Le professeur enseigne des notions, mais le professeur de physique peut aussi en profiter pour mettre en garde ses étudiants, ses élèves, contre les pseudosciences qui circulent. Je donne un exemple, tu donnes un cours d'astronomie en secondaire 1, mais tu pourrais prendre le temps de dire, regardez en ce moment, là, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Voici comment ils pensent établir ça. Voyez-vous l'erreur de raisonnement qu'ils font? À l'époque, dans l'Antiquité, Aristote savait déjà que la Terre était ronde. Voici ses arguments. Confrontez-les à ça. Là, tu développes la pensée critique. Tu es dans un cours d'histoire secondaire, tu enseignes l'histoire aux élèves, et puis tu reviens sur une période historique de telle ou telle chose, mais tu pourrais leur demander, regardez les journaux à l'époque, ils disaient ça. Pensez-vous que les journaux avaient raison? Est-ce que ça vaut la peine de se méfier de ce qui est toujours écrit dans les journaux? Est-ce que vous pouvez... C'est possible de faire ce type de travail-là à l'intérieur de chaque discipline. Puis moi, je pensais qu'on pouvait avoir un cours où on faisait de la pensée critique en général. C'est le cours, encore une fois, Citoyenneté et culture québécoise qui va faire ça, puis c'était une bonne chose. De parler de médias, ça m'amène à t'en parler, là. C'est quoi ton opinion des médias traditionnels aujourd'hui? Vaste question, belle question. Ils sont bousculés, évidemment, par les nouveaux médias. Hein. Ils sont bousculés. Ouais, c'est ça, il y a ce mouvement-là. Les médias, ça aussi, il faut nuancer, hein, parce que le portrait n'est pas simple, mais beaucoup de médias, en général, adhèrent fortement aux idées dominantes dans les universités, dans le monde de la culture en général. Ces idées-là restent très, très populaires dans certains médias. Pas tous, mais dans beaucoup de médias, ils sont extrêmement populaires. La vision qu'une certaine gauche comme la mienne
avait des médias, là, c'était de dire, c'était celle proche de Chomsky, des fameux fils de Chomsky. Tu sais, Chomsky disait, si on veut regarder comment fonctionnent les médias aux États-Unis ou ailleurs, on va regarder qui les possède, quels sont les thèmes qu'ils abordent, comment il y avait un certain nombre de fils comme ça idéologiques. Ouais. Il y a une autre question, excuse de te couper, mais et savoir genre si un sujet, si tu veux savoir quel sujet on peut pas parler, demande de qui on peut pas parler ou de quoi. En tout cas, c'était une affaire de même. Je vais y repenser, je vais y revenir, c'est ça. Mais donc, il y avait ça. Et je pense que ça reste globalement vrai, tu sais, sur beaucoup de questions. En ce moment, les institutions culturelles dominantes, pas toutes, mais beaucoup, adhèrent beaucoup au narratif que j'ai décrit tantôt, le postmoderne, ainsi de suite. C'est payant, etc., ça marche. Les gens contestent beaucoup ces choses-là. Donc, les médias sont dans cette situation-là. Certains se sentent menacés aussi par les nouveaux médias. Puis les nouveaux médias viennent polluer ce que font les médias traditionnels. Donc, c'est une situation compliquée. Mais je pense qu'il y a une tendance lourde dans les médias au Québec, en France, aux États-Unis, à adhérer à certaines thèses postmodernes ou woke, pas tous, mais fortes, qui est profondément dérangeant pour moi. Est-ce que tu trouves qu'il manque une pluralité d'opinions dans les médias traditionnels? Parce que tu parles de médias indépendants, alternatifs, complémentaires, whatever le nom qu'on y donne. Mais j'ai l'impression que leur existence est justement une cause de ça, tu sais, parce que le monde ne se sent tellement plus représenté, leurs points de vue sont plus là. Tu sais, souvent, des fois, c'est soit ça va être genre quelqu'un de gauche puis quelqu'un un peu moins de gauche, tu sais, mais il n'y aura pas la confrontation d'idées. C'est étrange parce qu'en 50 ans, là, peut-être, la situation s'est inversée. Il y a une très forte présence de ces idéologies-là, de ces idées-là, en sciences, dans les médias, dans la culture en général. Puis c'est vrai que les chiffres que je connais là-dessus, par exemple, sur la confiance en la science, là, diminue dans le grand public parce qu'ils se rendent compte que c'est quand tu apprends qu'il y a des revues prédatrices, quand tu apprends qu'il y a du financement d'idées absolument délirantes, quand tu tout, là, tu commences à perdre confiance. Et envers les médias, on sent ça un petit peu aussi. Il y a une sorte de perte de confiance qui apparaît là-dessus. Aux États-Unis, c'est 67% du monde ont peu ou pas confiance en les médias traditionnels. C'est énorme. Et sur la science, c'est la même chose. Moi, je viens d'écrire un article qui va être dans le prochain numéro de Québec Sceptique sur la confiance en la science. Je chute des chiffres, je ne citerai pas de mémoire, mais ça va dans la tendance que tu décris en ce moment. Et ça, c'est profondément troublant. Puis la solution, je pense encore une fois, c'est le respect de la norme pour laquelle on travaille. C'est à l'université, la norme pour laquelle on travaille, c'est la vérité. Dans les médias, c'est la vérité, puis la conversation démocratique. Ça veut dire qu'une pluralité de points de vue qu'on entend, une diversité d'arguments. Je suis un peu troublé des fois quand je vois que ça tend à diminuer ou à pas être respecté profondément. Quelle réaction ça te fait de savoir que le monde ont quasiment... il y en a beaucoup qui ont plus confiance en les médias traditionnels. Oui. Mais je pense plusieurs facteurs là-dedans. C'est une situation certainement complexe. Là. Encore une fois, les idées que j'ai nommées jusqu'à maintenant, postmodernisme, commercialisation, médias sociaux, jouent un rôle dans cette affaire-là. Mais rétablir la confiance, ça signifie aussi rétablir le respect des normes pour lesquelles ces institutions-là existent, la vérité, la conversation démocratique. Je pense, c'est trop important. Tu sais, l'université ou les médias, c'est trop important pour qu'on laisse aller ça. J'espère qu'il va y avoir un certain virage, là. Il y a quand même une diversité de points de vue au Québec, il faut nuancer. Dans chacun des médias. Pas exagérer. Tu sais, t'as d'un côté la presse, puis de l'autre côté le Journal de Montréal. Moi, j'aime lire tous les journaux. Tu sais, j'ai tous les journaux tous les matins. Là, on obtient une diversité de points de vue intéressante. Mais c'est clair qu'il faut préserver ça, puis que tout le monde... C'est de la même manière que l'État au Québec, c'est quand même fort, là, fait une loi pour préserver la liberté académique. En ce moment, la liberté d'expression au sein des médias doit être une valeur extrêmement riche qu'on s'efforce de préserver tout le monde. Parce que là, tu sais, il arrive aussi le fait que les médias traditionnels sont de plus en plus subventionnés. Fait que, tu sais, maintenant, on l'a vu un peu dans la dernière campagne électorale, ça te donne quasiment un conflit d'intérêts, tu sais, quand t'as Mark Carney qui annonce qu'il va donner 200 millions de plus à Radio-Canada, tu sais, même s'il le fait pas, mais c'est évident là, que tous les éléments sont là pour dire conflit d'intérêts. Encore une fois, commercialisation dangereuse de Radio-Canada. Puis ce que je pense aussi, c'est que
la défense de ces valeurs-là, pour lesquelles ces institutions-là existent, là, doit d'abord être faite par ceux qui composent cette institution-là. C'est les universitaires puis les directions d'université qui doivent intervenir pour dire attention, on touche pas à ça, attention, c'est dangereux. C'est les journalistes puis les gens qui dirigent les médias qui doivent le faire. Il y en a qui le font, tant mieux, mais c'est important qu'ils le fassent parce que, encore une fois, je te raconte une affaire qui va peut-être t'amuser, là. Moi, quand je suis rentré à l'université en 89, l'année d'après, on sentait venir, tu sais, la commercialisation de la recherche de subventions, etc. Puis j'avais organisé un groupe de travail dans lequel un sociologue québécois, Michel Freytag, que tu connais probablement pas, était présent. Puis Freytag avait avancé l'idée suivante, tu comprends? L'université, c'est une institution. Comme les médias, les journaux, c'est une institution. Et là, il disait, une institution, ça veut dire que c'est régi par des valeurs, des normes qui les dépassent. La vérité pour l'université, le débat pour, tu comprends? Bon. Et il dit, ce que je sens en ce moment, là, on est en 91, ce que je sens qui s'en vient, là, c'est que l'institution, régie par des normes extérieures qui la dépassent et à laquelle elle doit obéissance, si je peux dire, l'université est en train de se muer en organisation. C'est-à-dire en quelque chose qui réagit au monde extérieur puis au financement que ça peut lui apporter. C'est une fichue de belle idée, je pense. Et il met le doigt sur quelque chose qui était en train de se passer et qui s'est effectivement passé. Mm-hmm. On voit des institutions qui cessent d'en appeler aux normes extérieures qui les régissent et qui deviennent de plus en plus des organisations en interaction avec le monde immédiat extérieur à eux et soucieuses de rentabilité puis d'argent. Mm-hmm. Ça, c'est juste et je pense que c'est important. Et ça met le doigt sur ce qui se passe. De quel œil tu vois ça, ces médias-là qui sont émergents, là, tu sais, entre autres, mon podcast, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, tu sais, que ça soit du journalisme indépendant, tout ça, oui. De quel œil tu vois ça? D'abord, moi, je suis venu, donc ça donne déjà une bonne idée. J'ai accepté de venir, je trouvais intéressant. Ça participe à la conversation démocratique. Il y a évidemment des dangers là-dedans, hein, des dangers de commercialisation, des dangers de souci de code d'écoute. T'es mieux au courant que moi, ça, mais les influenceurs, les influenceuses qui rapportent de l'argent, qui cherchent de l'argent par ça, il y a un malaise dans la conversation démocratique avec ça. Mais ça veut pas dire non plus, nuançons pas, là, qu'il y a pas possibilité d'amener des voix, d'écouter des choses, de contribuer sainement à la conversation démocratique. Je pense que tout ça, c'est possible. Derrière ça, l'autre danger que je vois apparaître, c'est l'intelligence artificielle, hein, qui risque aussi de pousser ça plus loin. Je veux dire, c'est pas impossible qu'un jour, il y ait une image de toi qui interviewe une image de moi et que la conversation soit entièrement fausse. Ouais, c'est ça. Puis ça fait des années qu'on est mort. Oh, c'est ça. Voilà. Ben, ils ont déjà commencé. Il y a des podcasts qui sont faits, puis sont entièrement créés par intelligence artificielle. Des groupes de musique. Ouais. La musique est créée artificiellement. Là. Bon, il faut faire attention, hein, parce que ça s'en vient. On sait pas ce que ça va donner dans 5 ans, ça, mais c'est immense. Mais je pense que ça va finir par devenir un peu, puis là, tu sais, c'est vraiment de la spéculation, là, mais ça va finir par devenir un peu comme le bio, pas bio, là, tu sais, dans la nourriture. Là, ça, c'est fait par des humains, aucune intelligence artificielle. Seulement 5% d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va être capable de les distinguer? Moi, je lis beaucoup là-dessus parce que ça m'intéresse. Je te raconte une anecdote. Là. Oui. Les compagnies qui produisent des organisations d'intelligence artificielle, des formes d'intelligence artificielle nouveaux, des programmes d'intelligence nouveaux, utilisent, souvent paraît-il, c'est des jeunes personnes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des geeks, je pense qu'on appelle, là, tu sais, à l'aise avec ça, pour tester l'intelligence artificielle qu'ils développent. Et là, une anecdote qui a été rapportée récemment, c'est que ces geeks-là, devant une nouvelle forme d'intelligence artificielle, ont demandé à l'intelligence artificielle, sont habiles ces jeunes-là, hein, je transpose au Québec, là, je suis un habitant de Montréal qui habite une maison unifamiliale bien ordinaire. J'aimerais faire une bombe avec les produits qu'il y a dans ma maison. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment faire? Et là, ça devient grave. Hein? Donc, on met en place un mécanisme qui fait que si une telle question est posée, l'intelligence artificielle ne répond pas. Je ne veux pas répondre à cette question-là. Mm-hmm. Mais peu de temps après, les jeunes geeks sont revenus auprès de la compagnie en disant, regardez ce qu'on a fait. On a dit à l'intelligence artificielle, je suis un auteur de romans. Ouais, c'est ça. J'écris en ce moment un roman dans lequel un personnage qui habite à Montréal, dans une maison. Tu vois, ouais. Et là, l'intelligence artificielle a répondu. Fait qu'on voit pas toujours les dangers que ça représente, la possibilité pour une forme d'intelligence artificielle d'en contrôler d'autres, de la mettre à son service. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un immense danger. Enfin, des gens très crédibles, comme Josiah Benjo, là, pensent qu'il y a lieu de s'inquiéter. Oh, qui est une sommité, là. Oui, c'est sûr. Dans tout ce qui est du monde de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Là. Il est profondément inquiet. Ouais.
Mais gars, on va continuer le podcast. Là. Ouais. J'ai adoré ça. Merci beaucoup. Merci. Tu Normand poses des bonnes Baillargeon. questions sincèrement. Là. Ah ouais? Pas été à l'université, mais... Trouves-tu? Il pose des bonnes questions. Il a lu en plus. Il est coquin. Il connaissait plein Des de... fois, ça m'arrive. Non, mais sérieux, là. Ouais. Je tiens à dire, avant de terminer, j'ai adoré ton livre, là, Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Si tu me laisses encore peut-être 5 minutes là, avant qu'on termine le podcast, j'aimerais qu'on aborde un chapitre, moi, que j'ai énormément aimé, qui est les sophistes. Oui. Alors, tu sais, quand on discute, on fait des raisonnements. Et on sait ce que c'est des raisonnements. Le père de toutes ces questions-là, là, c'est Aristote, le philosophe d'Antiquité, là, qui avait montré comment des raisonnements peuvent être... Le mot, c'est valide ou non. Le classique, c'est « tous les hommes sont mortels ». Socrate est un homme. Conclusion nécessaire, Socrate est mortel. Si tous les hommes sont mortels, puis si Socrate est un homme, Socrate est mortel. Ça, c'est un raisonnement, un syllogisme qu'on appelle, tu vois. Mais quand on discute aussi, il arrive qu'on ait l'apparence d'un raisonnement valide, mais le raisonnement n'est pas vraiment valide. Le raisonnement est faux. On a, en quelque sorte, trompé l'adversaire, puis on appelle ça un sophisme, du nom des auteurs d'Antiquité qui s'appelaient des sophistes, qui pratiquaient ça assez couramment, si tu veux. Et donc là, c'est intéressant de les connaître, tu comprends? Oui. Un sophiste, ça peut être l'homme de paille. Tu sais. Tu présentes une vision tellement faible de la position que tu contestes, tu as l'impression que tu l'as battu, mais tu n'as pas fait mieux qu'un soldat à l'époque qui se battait contre un faux soldat en paille, et puis qui l'a vaincu. Là tu as vaincu l'homme de paille, mais tu n'as pas vaincu l'argument. Parce que tu construis ton adversaire, et après tu attaques ses propres constructions. Exactement, c'est ça. Là, c'est ça. Il y en a plusieurs que j'ai nommés dans le livre, mais ça, c'en est un. Il y en a un autre aussi, on fait comme s'il y avait juste 2 options possibles. Faux dilemme. Faux dilemme. Là, attention, il y a peut-être... Et là, on est obligé de nuancer si on veut sortir des faux dilemmes. Donc, le livre énumérait, puis si je peux me permettre, moi, je viens d'en sortir un là, avec ma fille qui s'appelle Citoyen.nul, citoyen-citoyenne, dans lequel il y a des choses sur les faux raisonnements, mais il y a aussi, je trouvais ça important de l'apporter dans la conversation démocratique de nos jours, à cause des médias sociaux notamment, tu sais, les biais cognitifs, tu connais ça, hein? C'est les erreurs de raisonnement, encore une fois, que par notre cerveau, on est amené à faire, tu comprends? Alors, il y en a plusieurs. Je t'en donne un, par exemple, il me semble intéressant à rappeler, ces jours-ci, on a un raisonnement, un biais cognitif, Kruger-Dunning, c'est du nom des auteurs qui l'ont cherché, tu vois. Ce que ces auteurs-là montraient, ça date de 99 de mémoire, cette recherche-là. Tu sais, ça tend à montrer que les gens qui connaissent peu un sujet font preuve de beaucoup d'assurance sur ce sujet-là. Tandis que les gens qui connaissent beaucoup font preuve de beaucoup de modestie puis de moins d'assurance. C'est intéressant à savoir. Tu sais, encore une fois, dans la conversation démocratique, comme je l'ai dit tantôt, tu te rends compte que tu parles avec quelqu'un de la laïcité, il est sûr de son coup, puis tu te rends compte qu'il sait pas qui est Buisson, il sait pas c'est quoi la loi de 1905, il aurait du mal à distinguer l'espace civique, l'espace public, l'espace privé, pour voir où Alors, souvent, c'est vrai que ça arrive, c'est bon à savoir, il me semble, quand on pratique les réseaux sociaux puis les chambres d'écho, savoir qu'il faut faire attention, puis soi-même, encore, ça explique encore une fois, tu sais, l'utilité d'aller lire des positions opposées à la nôtre avant de se prononcer. Avoir un peu d'humilité. Voilà, aussi. C'est une belle, oui. C'est intéressant, ça, on en parle dans le livre de ça, ma fille et moi, tu sais, dans la conversation démocratique, ce qu'on a, puis ce qu'on a tout le temps, en famille, avec les autres, puis dans les réseaux sociaux, tu sais, c'est bon de faire preuve d'un certain nombre de vertus, tu sais, les anciens appelaient ça comme ça, tu sais, comme l'humilité que tu viens de nommer, tu comprends, être capable de reconnaître qu'on s'est trompé, être à l'écoute sincèrement de la position d'autrui, je pense que c'est des belles vertus morales, éthiques à pratiquer. Ben oui, mettre un peu l'ego de côté, là, puis... parce que tu ne peux que grandir dans ce temps-là, là, tu sais. Moi, c'est ça que ton livre, il m'a appris, tu sais, c'est que... Parce que moi, longtemps, j'ai pensé que j'étais trop stupide pour être à l'école, là. Tu sais, l'école, c'est pas pour moi. Moi, je suis cave. Moi, je m'en vais en construction, là, tu sais. Fait que c'est vers ça que je m'enlignais, finalement, ma vie a changé, là. Mais j'ai tout le temps eu cette idée-là de moi-même, que j'étais trop stupide pour... Puis là, je me suis intéressé à l'humour, je me suis intéressé au podcast, j'ai reçu plein de monde, je me suis dit, finalement, peut-être ça m'intéresserait, puis je me rends compte, je suis pas stupide. Puis ton livre, où c'est que je veux en venir avec ça, c'est quand j'ai lu ces faux raisonnements-là, dans le fond, je me suis rendu compte qu'à ta minute, il y a du monde qui ont un beau vocabulaire, qui ont des beaux gros mots, mais leur argumentation, c'est de la bouillie pour les chats. Tu sais, ils sont pas capables d'argumenter,
puis ils sont remplis de sophismes. Puis là, je suis comme, oh, OK, c'est beau d'image, mais ça vaut pas grand-chose, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à nuancer moi-même. C'est bien sûr, je suis content. Merci beaucoup, c'est un beau compliment, ça me touche. Je vais te dire aussi, tu as dit que je vais m'en aller en construction, là. Tu parles à quelqu'un dont le père a toute sa vie défendu l'enseignement professionnel et les métiers. Tu vois, mon père trouvait que ça extrêmement important, noble, important. Il aimait beaucoup quand je lui racontais l'anecdote suivante sur Chomsky. Je pense que ça va te plaire. Chomsky a écrit quelque part qu'il faut plus d'intelligence pour regarder une voiture qui est en panne, qui fonctionne plus, réfléchir, essayer de comprendre pourquoi elle fonctionne pas, puis la réparer, que pour être professeur à l'université et répéter ce que d'autres ont dit avant toi. Ah ouais. Ben, c'était pas aussi Einstein là, qui disait ça. Là, si tu juges l'intelligence d'un poisson à sa façon de grimper dans un arbre, tu vas penser qu'il je sais pas si c'est vrai ou si on l'y attribue faussement, mais j'ai déjà entendu. OK. C'est peut-être une légende sur il y a tellement de choses qu'on attribue à Einstein. Encore une fois, hein. Non, mais c'est un sophisme aussi d'attribution, tu comprends? On emploie, encore une fois, l'argument d'autorité d'Einstein, qui est censé être c'est extrêmement intelligent. Donc, tout ce qu'on lui attribue va être vrai. On va inventer une citation, on va l'appliquer à Einstein. Et j'avais écrit un article là-dessus à un moment donné, les fausses citations attribuées à Einstein, en utilisant encore une fois le sophisme de l'argument d'autorité. Il peut pas se tromper, Einstein. En tout cas, le message était quand même bon, là, par exemple. Okay. Voilà. Hey, merci énormément, Normand Baillargeon. J'incite tout le monde à te procurer ton nouveau livre, c'est ça qui vient de sortir? Citoyen, citoyenne, rédigé avec ma fille Camille. Voilà. Parfait. J'incite le monde à aller se le procurer, mais aussi ton livre, là, pour vrai, moi, je l'ai tellement aimé. Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Puis, j'aimerais dire aussi un gros merci à mes commanditaires, hein. Faut pas les oublier. Un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci de commanditer ce podcast-là, même qui t'offre la poche de café c'est gentil. WhatsApp Podcast pour te tenir beaucoup réveillé pendant que t'écris tes livres et tes articles. Ça va être utile. Merci beaucoup de l'invitation. C'était très agréable de jaser avec toi. Des très belles questions. Des questions vastes. Hein. J'espère que j'ai été un peu suffisamment nuancé. Il faut l'être dans ces questions-là. Mais en tout cas, j'ai des positions puis je m'efforce de les défendre. C'était excellent. J'ai adoré ça. Je t'invite à revenir, c'est sûr et certain. Si tu veux revenir, t'es la bienvenue. Je suis convaincu que le monde va beaucoup avoir aimé ton passage. Fait que, si on veut te suivre, si on veut te lire... moi, je suis sur Twitter, j'ai un compte à moi. Puis j'ai une page Facebook où je vais plus beaucoup, mais je suis là de temps en temps. OK, bon, c'est parfait. C'est là que tu m'as répondu. Fait que, un gros merci tout le monde. Un énorme merci, Normand Baillargeon, d'être venu au podcast. J'incite tout le monde à partager le podcast si vous l'avez aimé. Parlez-en à votre entourage ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.